Mon mari, il l'a dans les bras et du coup, je lui demande comment il est. Il me dit qu'il est mort. Il me dit que c'est trop tard. Donc du coup, je peux pas accepter que mon fils il soit mort. Je lui demande de me le passer. Je suis assise sur la banquette arrière. Et du coup, j'ai l'idée de lui faire le massage cardiaque. Parce que y a plus que ça à faire. Je trouve ça fou que je peux perdre ma fille à tout moment et que les gens ils se disent on s'en bat les couilles, on va sonner chez elle. On est des animaux, on n'a pas le droit d'avoir des moments difficiles. Ça se passe mal et on se fait lever la main dessus. De toute façon, tu mérites d'être tabassé, tu pousses à bout, tu rends fou, c'est ta faute, t'es qu'une pute, t'es qu'une merde. Je me rappelle la première fois, quand je l'ai vu crier, après moi qui m'a engueulée. Pas méchamment, sans insulte, je vous rassure. J'ai fait ce geste là où presque je me suis protégée en fait. Hello beautiful people. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'histoire de vie de Jessica Thévenin, une personnalité publique notamment connue pour sa présence dans l'émission de télé-réalité Les Marseillais, où elle a su se démarquer par sa personnalité pétillante et son franc-parler. Aujourd'hui, nous allons revenir sur son parcours, sur ses succès, mais aussi sur les défis qu'elle a dû surmonter pour en arriver là où elle en est aujourd'hui. Et je pense que vous commencez à prendre l'habitude avec ce long format. Pour cette vidéo, j'ai également acheté ces 2 livres. Donc, ce sont 2 livres où elle a fait énormément de révélations sur lesquelles on va bien évidemment revenir dans cette vidéo. Like usual, grab a snack, take a seat and let's go. Jessica Jennifer Thévenin, de son nom de naissance, est née le 26 décembre 1989 à l'hôpital de Tarascon. Elle grandit avec ses parents Colette et Christian. Donc sa mère était mère au foyer et son père Christian était monteur de ligne à très haute tension. Jessica a 3 frères, Steven, Logan de 3 ans son cadet et Bradley, né en 1999. Malheureusement, Steven est décédé très peu de temps avant la naissance de Jessica et il avait à peine 18 mois quand il est décédé. Jessica est revenue sur le sujet dans son livre en expliquant que c'était un accident. Voilà, c'est un drame familial, certes, mais c'était un accident. Et par respect pour ses parents et la douleur qui est et qui sera toujours présente chez ses parents par rapport à son décès, elle ne souhaitait pas rentrer dans plus de détails. Quand Jessica est née, ils habitaient en caravane jusqu'à l'âge de ses 6 ans. Et elle adorait cette période-là de son enfance. Ils changeaient d'endroit assez régulièrement, donc pour elle, c'était un sentiment de liberté totale. Ils parcouraient toute la France ensemble, la Bourgogne, la Normandie, le Sud-Ouest. Quand Jessica avait 6 ans, ses parents ont décidé d'arrêter la vie en caravane, puisque malheureusement, ça a commencé à avoir pas mal de répercussions sur sa scolarité. C'est assez compliqué de changer d'école, de se réintégrer à chaque fois, etc. Et c'est vrai que les profs ont fait comprendre à ses parents que c'était pas la meilleure des choses pour elle. Et c'est donc à ce moment-là que son père a décidé d'acheter la maison de sa grand-mère qui est décédée à Val-à-Brègue. Alors quand Jessica revient sur son enfance, elle confie qu'ils ont jamais réellement manqué de quoi que ce soit. Alors certes, côté finance, c'était toujours assez serré. Ils allaient par exemple jamais en vacances, c'est quelque chose qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Mais à côté de ça, voilà, elle a toujours eu le sentiment de jamais avoir manqué de quoi que ce soit. Elle se contentait des choses simples de la vie, c'est-à-dire passer son temps dehors, à courir, à jouer avec ses copains, mais surtout avec ses frères. Jessica a toujours été très proche de ses frères. Elle faisait tout avec ses frères plus jeunes. Elle a également fait 6 ans de solfège avec eux, 2 ans de piano et 1 an de guitare. Et quand elle parle d'eux aujourd'hui dans son livre, c'est avec beaucoup de fierté et d'amour pour eux. Elle a d'ailleurs dédié plusieurs pages dans son livre à ses frères. Elle revient sur sa relation avec Logan qui a 3 ans de moins qu'elle. Elle confie qu'il a toujours été son acolyte. Plus jeunes, ils passaient la plupart de leur temps ensemble. Une fois à l'adolescence, c'est vrai qu'ils se disputaient et se bagarraient assez souvent, mais voilà, ils se sont toujours réconciliés aussitôt. Son petit frère Bradley, pareil, petit, elle aimait bien jouer avec lui, même s'il était beaucoup plus jeune, parce qu'ils ont 10 ans d'écart. Et d'ailleurs, elle est revenue sur un événement qui l'avait traumatisé plus jeune. Qu'un jour, Jessica et Logan jouaient avec leur petit frère Bradley à l'avion, donc sur le lit. Et Bradley est tombé par terre. C'est quelque chose qui l'a traumatisé plus jeune parce qu'il est devenu tout bleu. Ses lèvres étaient gonflées et il n'arrivait plus à respirer. Parler de l'état de leur mère à ce moment-là, étant donné qu'elle a déjà perdu un fils auparavant. Mais bon, au final, tout s'est arrangé et Bradley n'a pas eu de séquelles par rapport à cette chute. C'est vrai qu'avec Bradley, voilà, une fois que Jessica a commencé à prendre un peu plus en âge et qu'elle était ado, etc.,
Elle passait plus trop de son temps à s'occuper de son petit frère. C'est vrai qu'elle était dans sa bulle. Bon, bref, une ado, voilà. À cet âge-là, elle pensait plus à passer du temps avec ses copines plutôt que de s'occuper de son petit frère. Et un jour, Bradley va lui confier qu'il se sentait vraiment plus bien psychologiquement parlant et qu'il avait envie de mourir. Il avait l'impression de ne pas se sentir à sa place, de ne pas être intégré dans la famille. C'est là qu'elle a commencé à prendre conscience qu'effectivement, elle l'a énormément délaissé. Alors certes, c'était malgré elle, mais voilà, elle s'est très rapidement rendue compte à ce moment-là qu'il fallait un petit peu changer les choses pour le bien-être de son frère. Donc elle va tout de suite aller en parler à son frère Logan, histoire que tout le monde garde un œil sur Bradley. Ça s'est pas arrangé tout de suite. En plus de ça, il a très mal vécu la célébrité de sa sœur. On va dire que quand elle a commencé la télé, c'est vrai qu'il s'est senti encore plus isolé. Et en plus de ça, toutes les personnes qui venaient lui parler, c'était uniquement par intérêt. C'est-à-dire de pouvoir se rapprocher de Jess d'une manière ou d'une autre. Et maintenant, ils ont mes petits frères, en fait. Donc, ils disaient à ta sœur qu'on pensait qu'elle allait jamais s'en sortir. Mais ça doit être la folie pour tes frères et sœurs à l'école. Non, parce frère, que t'es quand même un phénomène. Qu'on t'aime ou qu'on n'aime pas, c'est la vérité. T'es un phénomène. Je sais pas, chez moi. Mais ouais, c'est vrai que mon frère s'est dit ça le saoule. Et il me dit à l'internat, il me dit j'ai déjà personne que c'était ma sœur. Ouais, on cache quoi. Parce que sinon après de suite ça vient dans les discussions. Alors il a ensuite été placé en internat. Et c'est vrai que ça n'a pas du tout arrangé la situation parce qu'il se sentait encore plus mal. Du coup, il appelait très souvent sa sœur Jess pour lui dire qu'il en pouvait plus, qu'il voulait qu'elle sorte de là, etc. Donc bon, elle a décidé d'aller en parler à leurs parents. Au début, vu qu'ils avaient déjà payé toute l'année pour l'internat, ils n'étaient pas trop pour. Voilà, au final, elle a insisté et comme c'était l'aînée, ils ont quand même pris en compte ce qu'elle était en train de leur expliquer et ont fini par l'écouter. Voilà, il allait toujours à la même école, par contre, il devait plus rester à l'internat. Et pour ses 18 ans, Jessica lui a offert une voiture. Voilà, c'est quelque chose qui lui tenait énormément à cœur parce qu'elle avait les moyens de le faire. Et c'est vrai que depuis, il ne cesse de la remercier pour tout ce qu'elle a pu faire pour lui, que ce soit être là pour lui psychologiquement parlant, mais aussi évidemment pour ce beau cadeau qu'il a pu recevoir à ses 18 ans. Elle confie aujourd'hui qu'il va très bien, qu'il a une stabilité, il a son propre chez-soi, qu'il va très bien psychologiquement parlant, qu'il vole de ses propres ailes et elle a rajouté dans son livre qu'elle est très fière de lui. Donc, revenons à Jessica. Donc côté enfant, c'est à l'âge de 11 ans qu'ils ont déménagé de Val-à-Brègue pour aller s'installer à Tarascon. Quand elle revient sur sa relation avec ses parents plus jeunes, elle explique que sa mère était très autoritaire, elle savait se faire entendre et respecter. Et concernant son père, elle explique que plus jeune, elle était très proche de lui, mais à partir du moment où il s'était installé à Val-à-Brègue, il se voyait très peu. Il était absent toute la semaine, donc il se voyait uniquement le week-end. Et elle a pu confier que ça a fait en sorte qu'ils se sont un peu détachés de lui et vice-versa. La relation de son père a toujours été très ferme. Elle explique même qu'il était très dur avec eux. Elle revient sur le fait que c'était parce que lui, de son côté, se levait tous les jours à 6 heures du matin pour travailler, gagner de l'argent, nourrir sa famille. Donc il était très souvent en déplacement et passait énormément de temps sur la route. Donc c'était dur et évidemment que pour lui, c'était important que ses enfants soient carrés au niveau de l'école, du travail, etc. Et d'ailleurs, quand Jess a pris conscience qu'elle délaissait son père, malgré elle, évidemment, elle avait énormément de regrets par rapport à ça. Je vous la cite. Après quelques années, j'ai pris conscience que, bien que nous nous sentions délaissés, lui le ressentait encore plus que nous et le vivait encore plus mal car ses enfants ne lui disaient jamais « je t'aime », ne lui faisaient jamais de câlins. Bien sûr, quand tu ne vois ton père que le week-end, tu ne vas pas lui dire que tu l'aimes, surtout qu'il t'engueule quand il rentre. Mais lui en souffrait et ça, je m'en rendais pas compte. Alors, côté scolarité, les choses se sont assez rapidement compliquées pour Jessica puisque dès le CP, elle était dyslexique. Et c'est vrai qu'elle se retrouvait face à des profs qui ne prenaient pas vraiment ça en compte. Donc elle explique qu'elle se retrouvait souvent au fond de la classe en train de faire du coloriage, etc. Et c'est donc à partir de ce moment-là qu'elle a commencé à prendre pas mal de retard et à redoubler. Elle a pu confier qu'elle a toujours été nulle à l'école, mais que c'est à partir du collège qu'elle a réellement commencé à décrocher. Les seules matières qu'elle appréciait et qui ont fait en sorte de faire remonter sa moyenne, c'était l'art plastique et le sport. Donc la seule chose qui l'intéressait à cette période-là de sa vie, c'était de pouvoir passer du temps avec ses copines.
Elle allait souvent dormir chez elle le week-end. Il sortait de la fenêtre en cachette pour aller rejoindre des copains. Et elle a aussi commencé à enchaîner les conneries au collège. C'est au collège qu'elle a commencé à fumer des cigarettes. Et un jour, alors qu'elle était en 3e, elle et quelques-uns de ses potes ont décidé de ramener 5 litres de Desperados à l'école pour faire la fête. Et bien évidemment qu'elle a été renvoyée pendant tout un mois suite à ça. Également revenue sur un jour où elle a pris les clés de la voiture ainsi que les clés de maison de l'un de ses profs qui lui tapait sur le système pour les jeter à la poubelle, histoire de faire en sorte qu'il ne puisse pas rentrer chez lui le soir. On va dire qu'elle avait déjà un sacré caractère à cet âge-là et qu'elle n'a jamais eu la langue dans sa poche. À toutes ces conneries, etc., ses parents ont décidé de l'envoyer à l'internat. Alors au début, évidemment, elle ne voulait pas y aller, elle pleurait, elle voulait pas quoi. Mais une fois qu'elle y était, elle a adoré. Voilà, quand elle revient sur cette période-là de sa vie dans son livre, pour elle, voilà, c'était une ambiance très familiale et elle explique même qu'elle kiffait tellement être à l'internat que parfois, voilà, elle n'avait pas envie de rentrer à la maison le week-end. J'étais un bouquin. T'étais celle qui était toujours au fond de la classe. C'est ça, ouais, je mangeais les pépites au fond de la classe. Tu lançais des boulettes de colle. Non, je lançais les petits mots à mes copines parce que j'avais pas le droit de discuter. Parce qu'en fait, j'adorais discuter, c'est ma passion, j'adore parler. Et du coup, on me mettait toujours au fond de la classe, t'arrêtes de discuter, ou alors à côté de personne. Mais je me débrouillais, j'écrivais les petits mots, hop, et je les envoyais. Ouais, écrire les pompes sur le bras avant d'aller faire un examen. Ouais, c'est Jessica. C'était quoi, t'avais la moyenne, en dessous de la moyenne Non. C'était compliqué. Non, avant le collège, ouais, le collège, j'étais un peu en dessous de la moyenne. Après, après j'ai une période où je suis allée en internat parce que j'étais un peu insupportable. Tes parents, ils t'ont mis en internat? À un quart d'heure de chez moi, il faut que cela soit dit. Ah oui, quand même. C'est juste que, voilà, je dormais pas chez moi, tout va bien. En plus, sur le coup, j'imagine que tu l'as pas compris, t'as dû leur en vouloir. Au début, j'étais très énervée, je me suis dit, ouais, ils me foutent en internat. J'étais énervée. Et au final, c'est les meilleures années de ma vie. Je m'en rappellerai toujours, je me régalais. À faire n'importe quoi, 3h du matin, devoir courir dans la cour parce que je faisais trop de bruit, tout le monde dormait. Aller dans la chambre de tous les garçons, nous avec les filles, on descendait, on mettait les lits tout en l'air et tout, alors qu'ils venaient de les faire, du coup ils se faisaient gronder, mais j'adorais. Donc en fait, ce que tu fais dans les Marseillais, tu le faisais déjà à l'époque. Ouais, ah oui, c'est trop moi quoi. Et ça t'a apporté quoi ces années d'internat? Les années d'internat, elles m'ont fait justement retravailler, donc c'est là que j'ai une très bonne moyenne et j'ai pu entrer dans une bonne école de coiffure, parce qu'avant ça, en sortant du collège, je sais même pas si quelqu'un me voulait en fait, dans un établissement. Et ouais, non, après j'ai fait mon internat, je me suis relevée, bon, même si je faisais toujours des bêtises, et je pense que il y a des directeurs, des professeurs qui doivent se rappeler de moi, Madame Poulet, Madame Blais. Elle a aussi passé un certificat de formation générale et elle avait une très bonne moyenne. Et c'est ensuite qu'elle va alors enchaîner des stages dans des salons de coiffure. Et là, elle s'est tout de suite sentie dans son élément et elle va alors aller dans l'école privée des arts de la coiffure et de l'esthétique à Avignon. D'ailleurs, elle souligne dans son livre qu'elle a toujours été très passionnée par la coiffure, qu'elle commençait déjà à coiffer sa mère lorsqu'elle avait 14 ans et qu'elle a toujours rêvé de devenir coiffeuse. Elle va alors passer son CAP et son BP coiffure et trouve très rapidement un salon où faire son BP. Elle va commencer dans un salon à Fontvieille et en plus d'être dans son élément, elle s'entendait hyper bien avec le patron du salon, prénommé Jean-Pierre M. Il va rapidement l'embaucher en CDI. Elle est restée dans ce salon pendant 4 ans. Contrairement à l'école, elle se donnait à fond. Jamais d'arrêt de maladie. Elle explique même qu'un jour, elle a eu un accident de la route, mais que voilà, même à ce moment-là, ça ne l'a pas du tout empêchée de se rendre à son travail. Et puis, c'est très connu, une fois qu'on se trouve dans son élément et qu'on est passionné par quelque chose, on a tout simplement envie de tout donner. Contrairement à quand on se retrouve dans une situation où on est quelque part juste obligé de faire la chose. Donc revenons maintenant sur sa vie amoureuse et c'est vrai que c'est à partir de là que les choses ont commencé à se compliquer et à devenir sombres pour Jessica puisque malheureusement elle a été victime de violences conjugales sous l'emprise à plusieurs reprises d'hommes manipulateurs. Il y a des accords, on te pousse, on te met une gifle et puis après c'est vrai que par la suite, ça peut aller plus loin. Donc, et puis tu te dis, bon, mais ça, j'accepterai pas. Si ça en vient là, j'accepterai pas. Et puis finalement, t'acceptes en fait. Voilà, j'ai subi des violences. J'ai été en couple avec plusieurs personnes différentes qui ont été violentes avec moi. Et je pensais que c'était normal, parce que je pensais que c'était mon caractère et que c'était de ma faute. Mais au final,
Ça doit pas se produire, ça doit jamais se reproduire. Au début, c'est vrai qu'en couple, c'est tout beau, tout rose. Et on se dit, c'est bon, lui, il est pas pareil que les autres. Lui, il me trompera pas, lui, il me tapera pas. Et on croit que la personne, elle est parfaite et que ça va être génial, que ça va continuer. Jusqu'au jour là où un jour, ça se passe mal et on se fait lever la main dessus. Donc la première personne, son premier amour de qui elle parle vraiment dans son livre, elle l'appelle C. Rencontrée l'été de transition entre le collège et l'internat. Elle a donc passé 1 an et demi avec lui. Et bon, c'était quelqu'un qui n'aimait pas trop sortir, qui n'était pas vraiment très sociable, contrairement à Jessica, qui a toujours justement été très sociable, qui adorait sortir voir ses potes, etc. C'était quelqu'un qui était très jaloux aussi. Donc il en venait au point de lui dire comment elle devait s'habiller. Elle ne pouvait jamais porter de robe, elle devait toujours être en jogging basket. Elle décide quand même un jour de sortir avec sa meilleure amie Julie, même s'il n'était pas d'accord. Il ne va pas l'accepter. Et donc le soir même, elle reçoit une photo de lui avec sa nouvelle copine, avec qui il est resté plusieurs années par la suite. Jess, de son côté, a fait une dépression suite à cette rupture. Elle est tombée dans l'anorexie et elle est descendue jusqu'à 45 kilos. Une fois ce chagrin d'amour passé, Jessica va commencer à sortir de plus en plus souvent avec sa meilleure amie Julie. Et c'est lors de l'une de ces soirées qu'elle va faire la rencontre de Matt. Donc Matt, elle le connaissait de vue au collège. Elle confie que c'était un peu le bad boy. Voilà, c'était un peu le bad boy du collège, viré à plusieurs reprises et ce jeune garçon avait même terminé en foyer. Ils vont donc finir par se mettre ensemble, elle va aussi rencontrer ses parents avec qui elle s'entendait super bien. Voilà, c'était vraiment le coup de foudre, sauf que dès le début de leur relation, c'était un garçon qui était très jaloux, très possessive, aussi très violent, verbalement parlant avec son père. Et malheureusement, au fil du temps, c'est avec Jessica qu'il a commencé à devenir très agressif. Maintenant, le truc, c'est qu'elle se trouvait dans une spirale où il s'en prenait à elle et ensuite il revenait vers elle avec des excuses, il était tout mielleux, il regrettait ce qu'il avait fait, etc. Elle finissait à chaque fois par le pardonner et par rester avec lui. Il va alors proposer à Jess d'emménager ensemble en lui faisant la promesse qu'il allait se lever tous les matins pour aller travailler, qu'il allait se reprendre en main. Donc, ils vont finir par emménager ensemble. Jess bossait du coup déjà en tant que coiffeuse, sauf qu'à chaque fois qu'elle rentrait à la maison le soir, elle le retrouvait dans le canapé. Il avait absolument rien fait. Il se trouvait là avec ses potes, des canettes de bière partout. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui a commencé à agacer Jessica. Et comme elle a toujours eu un très gros caractère, elle souligne depuis qu'elle est jeune qu'elle ne s'est jamais laissée faire. Lui, de son côté, s'énervait. Elle rétorquait. Sauf que ça tournait souvent en bagarre, des vitres cassées, des bols jetés en l'air. On rajoute à ça que toutes les charges étaient sur le dos de Jessica, comme lui ne travaillait pas. Alors ça lui arrivait de temps en temps de se lever pour aller travailler, mais comme il travaillait avec son père, avec qui ça ne se passait pas bien du tout, Jessica recevait souvent un appel dans les alentours de midi de sa part en lui disant qu'il était déjà rentré à la maison. Alors que Jess, quand elle était jeune, elle avait un rêve et c'était d'aller vivre en Angleterre. Donc elle va commencer à lui parler de ce projet-là. Lui semblait assez motivé. À ce moment-là, il s'est même mis à chercher des maisons, etc. pour un éventuel déménagement. En août 2012, que Jessica décide d'accélérer les choses. Elle quitte alors son travail, elle en parle à son patron. Il était dégoûté qu'elle parte puisqu'il s'entendait très bien, mais en même temps, il était très heureux pour elle et la soutenait dans tous ses projets. Et il lui a même dit qu'il allait la réembaucher si jamais ça ne marchait pas pour elle en Angleterre. Donc du coup, à ce moment-là, ils se retrouvaient tous les deux sans travail. Heureusement, à cette même période, elle va apprendre que son patron, avec qui elle s'entendait aussi bien, est malheureusement décédé à la suite d'un AVC. Donc évidemment que c'était un gros coup dur pour elle. Donc pour elle, en fait, c'était une raison de plus de partir au final. Mais malheureusement, Matt semblait effectivement assez motivé au début, mais le temps passe et il ne faisait absolument rien pour ce déménagement en question. Et donc ils vont avoir une grosse dispute, ils vont se quitter suite à cette dispute-là. Et Jessica décide alors de partir avec sa meilleure amie Julie pendant 1 semaine à Londres. De retour de Londres, sa meilleure amie Julie va proposer à Jess de la rejoindre en soirée, donc elle y était avec son compagnon, et elle va dire à Jess que Matt y sera aussi.
Donc une fois qu'ils vont se retrouver, il va lui faire part qu'il regrette son comportement, qu'il a vraiment pris conscience que c'était vraiment son rêve. Et donc qu'en gros, il avait compris qu'elle voulait vraiment partir, qu'il fallait qu'il change son comportement. Jessica finit par le croire et elle décide alors de lui donner une deuxième chance. Elle finit par rentrer avec Matt, sauf qu'il était sérieusement alcoolisé et le ton a commencé à monter. Là, ça a très vite dégénéré. Sa meilleure amie va appeler ses parents qui débarquent à 4h du matin et lorsqu'ils sont arrivés, Matt va péter les plombs. Jess monte alors dans la voiture de ses parents pour partir et Matt va monter dans la sienne et a décidé de les suivre. Je vous la cite. Sur le petit chemin, il roule à toute allure, nous rattrape, essaye de nous doubler mais n'y arrive pas. Le chemin est trop étroit. Dès qu'on arrive sur la route, il accélère comme un fou, nous double et passe devant nous, moteur hurlant. Et là, c'est l'accident. Sa voiture tape violemment contre un arbre. Je le vois éjecter de sa voiture et qui retombe sur la tête. C'est horrible. Je hurle. J'ouvre la portière de la voiture de mon père. Je cours vers Matt. Il y a du sang partout. Il a perdu connaissance. Il répond à rien. Je me dis que je l'ai tué, qu'on est arrivé au drame qui devait se passer un jour ou l'autre. Mon père appelle les pompiers. Commence alors des minutes qui durent des heures avant qu'ils n'arrivent. La voiture est détruite. Matt ne bouge plus. C'est vraiment horrible. Matt saigne, je lui tiens la tête. Il y a du sang partout, un vrai cauchemar. Finalement, les pompiers arrivent, me mettent à l'écart, m'examinent pendant un bon moment. L'un d'entre eux est un ami à nous. Je le regarde éperdument pour qu'il me dise ce qu'il se passe. Il revient vers moi, me regarde dans les yeux et je lis dans son regard que c'est grave. À ce moment-là, j'ai fait une crise de tétanie. Je suis paralysée. Tous mes muscles tremblent. J'ai l'impression que j'ai tué la personne que j'aimais, mais que je devais quitter. Là, Jessica a énormément culpabilisé. En plus de ça, sur le moment de l'accident, son père lui a dit que c'était de sa faute. Et là, donc, ses parents vont appeler les parents de Matt pour leur expliquer ce qu'il s'est passé avec leur fils. Jessica va ensuite leur parler aussi pour leur expliquer en détail le pourquoi du comment, en leur expliquant que tout ça s'est passé parce qu'elle a décidé de le quitter. Et évidemment qu'elle avait très peur de se rendre à l'hôpital aussi. Elle avait peur de la réaction de ses parents. Le lendemain, elle a quand même été le voir à l'hôpital. Il avait repris conscience même s'il était encore dans un sale état. Dès qu'il se réveille, il va commencer à s'en prendre à elle, à lui gueuler dessus. Et elle avait déjà pris conscience à ce moment-là qu'il fallait que cette relation se finisse, mais elle n'y arrivait pas. Il a ensuite été transféré à 2 reprises d'hôpital, donc d'abord de celui d'Arles à celui d'Avignon pour ensuite être transféré à l'hôpital de Marseille. Alors Matt a fait plusieurs hémorragies cérébrales. Jessica a quand même décidé de rester avec lui, même si elle était plus que consciente que c'était une relation qui était très malsaine. Sauf qu'une fois de nouveau rentré à la maison, ça repart en couille. Et là, un jour, lors d'une de ses crises, il se met des coups dans la tête qui est pleine de points de suture. Et il lui dit qu'il va dire à tout le monde que c'est elle qui l'a frappé pour qu'elle paye toute sa vie. Alors avec tous les coups qu'il s'est mis, il a commencé à saigner et il s'est évanoui. Elle va tout de suite appeler les pompiers, bien évidemment, qui viennent et le prennent en charge. Et c'est à ce moment-là qu'elle a décidé de mettre fin à cette relation. C'est donc quelques mois après la rupture avec Matt, un 28 juillet 2014, que Jess va faire la rencontre de Julien Tanti. Alors, Julie, sa meilleure amie, était gogo-danseuse à cette époque-là, pour arrondir ses fins de mois, etc. Et a demandé à Jessica de l'accompagner pour l'une de ses prestations en boîte de nuit. Lors de cette soirée, il y avait 3 candidats des Marseillais qui étaient présents, dont Julien. Et là, sa meilleure amie, qui est assez timide, va demander à Jessica d'aller demander à Julien si c'était possible de faire une photo ensemble. Alors Jessica, qui est tout le contraire de timide, va directement vers Julien pour lui demander la photo. Une semaine plus tard, un très bon ami à elle, Jamel, qu'elle a d'ailleurs rencontré à travers de sa meilleure amie Julie, et qui était aussi au courant qu'elle avait rencontré Julien une semaine auparavant, va l'appeler. Quand elle décroche, c'était Julien au téléphone. De ce moment-là, ils vont commencer à s'échanger des messages et des appels. Et 1 mois plus tard, Julien va lui proposer d'aller ensemble aux fêtes Beaucaire. Et elle explique qu'à ce moment-là, il y avait également Shanna et Thibaut qui étaient présents pour faire leur show sur scène, etc. Et elle revient sur ce moment-là en expliquant que c'était eux, les vedettes à l'époque, elle n'était pas du tout connue.
Donc voilà, qu'ils étaient ensemble, mais qu'elle est restée un petit peu à l'écart, quoi, le temps qu'ils fassent leur show, etc. Et c'est donc lors de cette soirée-là que Jess et Julien se sont embrassés pour la première fois et il est ensuite venu passer quelques jours chez elle à la maison. La relation devenait sérieuse, donc Julien demande à Jess de ne pas partir à Londres, puisque rappelez-vous, c'était son rêve et son objectif. Mais par amour, elle a décidé de laisser tomber Londres pour rester auprès de lui. Et elle va alors partir s'installer chez lui à Marseille. Quelques semaines plus tard, Julien part en tournage pour les Ch'tis à Hollywood pendant 1 semaine et quand il rentre, il va lui dire qu'il a embrassé une autre fille pendant le tournage. Pour elle, quand il lui a annoncé ça, c'était fini. Mais il va la rassurer en lui disant que la télé-réalité, ce sont des acteurs et qu'il était obligé de se mettre avec elle pour les images. Elle finit par revenir sur sa décision et reste avec lui. Là, tout allait bien. Le week-end, il devait se rendre en boîte de nuit pour les bookings. Elle l'accompagnait de temps en temps. Et là, il va présenter Jessica à ses amis, Paga, Steph, Antonin. Ils se voyaient assez souvent avec Shanna et Thibaut aussi. Ils sont même partis en vacances ensemble. Là, c'est relativement bien, sauf quand la soirée était trop arrosée. Là, elle a pu confier que Julien vrillait parfois contre elle, que ça lui arrivait d'être agressif et qu'il était quand même assez possessif et jaloux. C'était l'heure pour Julien de repartir pour un tournage des Marseillais à Rio. Jess a commencé à angoisser, elle avait peur de ce qu'il pouvait se passer sur un tournage. Et là, elle va être contactée par la production des Marseillais. Elle avait déjà passé le casting avant, mais elle n'avait pas été prise. Mais là, quand il la recontacte, il lui propose alors de venir passer le casting. Et au téléphone, elle va expliquer à la personne de la production qu'elle était en couple avec Julien. Elle va alors prendre le téléphone et va faire en sorte d'arranger ce casting. Elle va alors s'y rendre, tout s'est bien passé et la production lui a dit qu'ils allaient la tenir au courant. Là, la relation avec Julien, ça allait pas trop. Elle avait l'impression qu'il était bizarre et assez distant. Il sortait de plus en plus régulièrement sans elle. Il cachait très souvent son téléphone. Mais voilà, elle a pris sur elle. Sauf que là, il va lui annoncer qu'il allait passer la nouvelle année avec Shanna et Thibaut en boîte de nuit. Elle va alors lui dire qu'elle avait envie de passer le jour de l'an avec lui. Sauf qu'il va lui répondre d'une manière assez froide que non, que ça allait pas se passer comme ça. Et ensuite, il va lui dire qu'il allait la déposer chez elle, encore une fois sur un ton assez froid. Ils vont alors passer le jour de l'an, chacun de leur côté. Le lendemain, elle découvre que Julien est parti avec Thibaut et une autre candidate de télé-réalité au ski. Elle comprend alors tout de suite que c'était pour cette raison-là qu'il avait été distant avec elle. En plus, il devait partir pour Rio très peu de temps après. Donc c'est vrai que Jessica s'était dit à ce moment-là que c'était certainement fini pour de bon avec lui. Sauf qu'une fois de retour du ski, Julien revient vers elle. Et c'était reparti pour un tour. Il part alors comme c'était prévu pour son tournage à Rio. Et quelques jours après son départ, la production contacte Jessica pour lui annoncer qu'elle allait rejoindre l'aventure des Marseillais. Elle part le lendemain et elle intègre l'aventure. Qu'elle arrive sur ce tournage, Jessica comprend très vite à travers de la réaction des autres candidats qui étaient présents qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et une fois que Julien est rentré de son shooting photo, il va prendre Jessica à part pour lui annoncer qu'il y avait un jeu de séduction et 2-3 bisous avec une autre candidate, Mary Lee. Alors là, encore une fois, il va tenter de rassurer Jessica en lui disant qu'il a uniquement fait ça pour faire des problèmes et pour qu'elle puisse du coup intégrer l'émission plus rapidement. Elle finit par laisser passer la chose et Julien va alors finir par la demander en fiançailles. Elle finit la saison à Rio et à son retour en France, elle découvre la notoriété pour la première fois. Et c'est pas quelque chose qu'elle a forcément bien vécu. Après, c'est compréhensible, vous allez comprendre un peu plus tard dans la vidéo. Il y aura toute une partie qui sera dédiée aux confidences qu'elle a pu faire par rapport aux choses qui ont pu se passer par rapport à cette notoriété en question. Donc voilà, là, une fois de retour à Marseille, c'est vrai que les choses ont commencé à se compliquer de plus en plus pour eux. Je vous la cite. Il change, il devient différent. Ce n'est plus la même personne. Il pense beaucoup télévision. Il aime trop ce monde-là. Il ferait tout pour la télé. Il rentre un soir d'une soirée fêtardée avec ses collègues, comme on dit chez moi. Et il me dit qu'il avait rencontré quelqu'un qu'il aimait bien, mais qu'il était bien avec moi aussi et qu'il voulait être avec nous deux. Je ne sais même pas si c'est vrai ou pas. Je ne peux pas être avec quelqu'un comme ça qui vit que pour la télé, qui est bizarre avec moi, qui sort avec d'autres filles. Pas rester avec lui parce que c'est Julien des Marseillais. À ce même moment, ils vont être contactés pour se rendre sur un tournage à Marrakech pour un battle contre les ch'tis. Donc seulement 2 mois
après leur retour de Rio. Alors, c'était très froid entre eux, mais Jessica décide quand même de partir. Alors, Julien est parti quelques jours avant elle. Et une fois que Jessica est arrivée sur le tournage, l'ambiance était hyper froid entre eux. Julien l'a calculé à peine, lui a tout de suite dit qu'il allait dormir avec ses potes et non pas avec elle. Et là, elle se dit que c'est certainement vraiment la fin de leur relation et qu'il a très certainement quelqu'un d'autre dans la tête. Donc Jessica décide de le quitter sur le tournage et quelques jours plus tard, Julien a flirté et dormi avec Tricia. Donc à ce moment-là, voilà, pour Jess, c'était vraiment fini. Une fois de retour en France, c'était chacun de son côté. Et voilà, Julien, lui, il est très rapidement passé à autre chose, puisqu'il s'est très rapidement remis en couple avec une autre fille. Et c'est vrai qu'elle a aussi confié que suite à cette rupture, Julien lui balançait constamment à la gueule que si elle en était là où elle en était, donc à ce moment-là, que c'était grâce à lui. Elle avait été prise pour les Marseillais, que c'était encore une fois grâce à lui, alors qu'à la base, elle avait déjà été contactée une fois auparavant, mais bon. Tout était grâce à lui. Est-ce que tu penses que le fait d'être avec Julien, dans ton esprit, est-ce que ça pouvait t'aider en fait à intégrer le casting? J'avais déjà été contactée avant d'être avec Julien, donc c'est vrai que j'ai été contactée et je l'ai dit à Julien et du coup je suis allée au casting en étant avec Julien, mais j'ai été contactée moi-même par la prod en fait, donc du coup peut-être que ça m'a aidé le fait que je sois avec Julien, parce que peut-être qu'ils voulaient des embrouilles, des histoires et voilà, ils ont appris à nous connaître. On est un couple pas facile, on est un couple fou, mais moi je m'épuise moi-même dans ce couple-là. Jessica reprend les sorties pour se changer les idées, pour revivre tout simplement, et c'est donc lors de l'une de ces soirées qu'elle va faire la rencontre de Lionel. Alors, c'était un homme qui était plus âgé qu'elle, il avait 32 ans à cette époque-là, et elle explique que c'est quelqu'un, voilà, elle l'appréciait, mais elle gardait quand même une certaine distance. Lui, de son côté, a commencé à se confier à elle, donc il lui explique qu'il vient de Montpellier, que c'est un chef d'entreprise, qu'il a une très bonne situation, etc., etc. Jess explique qu'elle a tout de suite remarqué que c'était quelqu'un avec une bonne situation, effectivement. Il s'habillait très bien, prenait toujours les grosses tables avec des grosses bouteilles dessus en boîte de nuit. Et donc au final, ils finissent par se mettre ensemble. Ils vont alors passer pas mal de temps ensemble. Elle le rejoint alors dans son appartement qui était vide. Elle explique dans son livre qu'elle n'avait pas plus tilté que ça, puisqu'il disait que c'était son deuxième appartement. Là, alors que tout se passait bien, elle va l'entendre dire au téléphone qu'il jurait sur la tête de ses 2 enfants. Alors, elle va tout de suite relever la chose et il va lui expliquer que, voilà, il vivait encore sous le même toit que son ex, mais qu'il n'y avait plus rien et qu'ils ont effectivement 2 petits garçons ensemble. Pour elle, à ce moment-là, la pilule passait difficilement, donc elle a fini par le quitter. Voilà, lui ne va pas la lâcher. Il va l'appeler, il va insister sur le fait que, voilà, depuis sa séparation, il n'avait jamais rencontré quelqu'un. Donc c'est pour cette raison-là qu'il vivait encore sous le même toit que son ex, mais qu'il n'y avait vraiment, vraiment, vraiment plus rien. Jessica, qui a toujours eu envie de croire aux belles histoires, a fini à ce moment-là par lui redonner une chance. Là, il était l'heure pour Jess de repartir pour un tournage. Lionel, de son côté, voilà, va lui dire qu'il allait l'attendre, que c'est avec elle qu'il voulait passer sa vie, etc., etc. Et Jess finit alors par partir 6 jours après, rejoindre le tournage des Marseillais en Thaïlande. Alors, une fois qu'elle rentre de nouveau en France, bon, il est venu la chercher, sauf qu'il a tout de suite commencé à lui faire plein de reproches en lui disant qu'elle avait abandonné pendant 6 semaines, qu'il n'y avait pratiquement pas de contact, etc. Sauf que voilà, il était au courant qu'en tournage, elle avait pratiquement pas accès à son téléphone. Mais bon, ils vont quand même finir par emménager ensemble et c'est vrai qu'elle le voyait un peu comme un homme, voilà. C'était quelqu'un de stable, qui avait une très bonne situation, qui était plus âgé qu'elle. En fait, avec cet homme-là, elle avait l'impression qu'elle allait pouvoir construire quelque chose. Et là, petit à petit, son comportement a commencé à changer. Jess est notamment revenue sur une soirée en boîte de nuit. D'un coup, Lionel décide de vouloir partir. Jess ne voulait pas, puisqu'elle passait un bon moment, donc lui s'est levé et il l'a laissée seule à la table. Jess revient sur cette soirée en disant qu'elle n'allait pas se laisser faire, donc elle est restée assise à cette table. Elle a continué à boire son verre. Il finit quand même par revenir pour l'accompagner et rentrer à la maison, sauf que sur la route, voilà, il avait un comportement hyper désagréable avec elle. Elle finit par lui pardonner, sauf que malheureusement son comportement a continué
à se dégrader. Et puis j'ai pas marqué les détails dans le livre, mais oui, il m'a attrapé par les cheveux, il m'a sorti de la boîte par les cheveux. Et après ça a continué à la maison, ça s'est très mal passé, cette soirée-là ça a été une catastrophe. Et là je me suis rendu compte que c'était la première fois et je suis partie, mais je suis revenue. Lionel ne voulait plus qu'elle participe au tournage des Marseillais et va lui proposer de l'argent en échange. Sauf que Jess n'était pas du tout d'accord. Elle lui a clairement dit qu'elle allait jamais arrêter la télé pour lui. Jess tenait énormément à son indépendance et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, les choses ont commencé à mal se passer dans leur quotidien en général. Elle découvre alors que c'est quelqu'un de très colérique. Elle était obligée de se lever tous les matins à 6 heures, à la même heure que lui, pour lui faire son petit déjeuner. Si par malheur, elle ne se levait pas à l'heure, il pétait complètement les plombs, mais genre au point de tout casser dans la cuisine. Pourtant, elle faisait tout en son pouvoir pour essayer de bien faire les choses. Elle s'occupait des enfants, elle les emmenait à l'école quand il le fallait, elle s'occupait de la maison. On revient sur un autre moment, donc ils se trouvaient à deux dans la voiture, une grosse dispute éclate et là il va lui demander de sortir de la voiture. Sauf qu'elle dans sa tête, elle s'est dit mais il va jamais me laisser là, il va faire demi-tour, c'est juste pour faire genre quoi. Mais au final, pas du tout. Donc elle est sortie de cette voiture, il l'a laissée au milieu d'un rond-point. En plus de ça, elle ne connaissait pas du tout le coin. Je vous la cite. Je me vois marcher seule et j'ai honte. Je vais marcher comme ça au bord de la route tandis que monsieur est tranquillement installé chez lui, pas gêné du tout de m'avoir laissé rentrer seule. C'est sa sœur qui vient me récupérer sur la route. Je pense qu'il s'est dit que ça allait me donner une bonne leçon, m'apprendre à ne plus faire la rebelle, mais c'est mal me connaître. Alors là, ensuite, ils vont partir ensemble en voyage et ça s'est très mal passé. Après une dispute, Lionel a jeté Jessica qui était en culotte dans le couloir de la chambre d'hôtel. Elle a confié dans son livre qu'elle avait peur que des gens la voient comme ça, la reconnaissent, elle avait honte. Et il s'est pas arrêté à ça, il lui a pris toutes ses affaires pour les balancer dans le hall de l'hôtel. Elle finit alors par rentrer seule sans lui, mais finit quand même par se remettre avec lui. En fait, j'ai eu des moments assez humiliants et j'avais honte que les gens me voient, comme quand on m'avait jeté dans le couloir en culotte. J'avais peur, en fait, je me suis dit mais si quelqu'un ouvre la porte et me voit, mais je sais pas. Alors elle a pu expliquer qu'elle culpabilisait énormément et qu'elle se disait que c'était peut-être à cause d'elle, à cause de son comportement, à cause de son franc-parler, etc., que ça se passait aussi mal. Et elle souligne évidemment dans son livre que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire dans ce genre de situation-là et qu'il faut partir. À la fin de l'année, ils vont fêter l'anniversaire de Jess et il va lui dire de faire ses valises et partent ensemble à New York. Là encore, elle a fermé les yeux sur tout ce qu'il s'était passé en se disant que c'était juste une mauvaise passe. Sauf qu'à New York, ça s'est encore une fois pas du tout passé comme elle l'aurait souhaité. Jess explique qu'il ne parlait pas anglais, qu'il se prenait continuellement la tête avec le staff de l'hôtel. Il était toujours très colérique. Il était encore une fois de mauvaise humeur, aigri et très agressif avec elle. Il se trouvait dans la rue, elle était seule avec lui, donc décide de rien dire. Elle le suivait dans les rues de New York en marchant derrière lui. Finir par se calmer le temps d'un instant, mais une fois en fin de soirée, lui de son côté voulait sortir, sauf qu'ils avaient des choses de prévues le lendemain matin. Donc Jess lui dit que non, et là il pète les plombs et ça dégénère encore une fois dans les rues de New York. Et à l'hôtel, ça part complètement en live. Il lui dit « Je me casse, prends mon fric, ma valise, garde tout ». Et il se casse. Il finit par rentrer et encore une fois, comme d'habitude, une fois qu'il est rentré à l'hôtel, il a fait comme si de rien n'était. Et Jess avait peur de dire quoi que ce soit. En fait, elle avait peur que ça reparte en cacahuète, pour rester polie. Alors, une fois de retour à Montpellier, pour elle, voilà, c'était décidé, c'était fini. Elle ne voulait plus de cette vie-là. Sauf que lui ne voulait pas qu'elle le quitte. Donc, elle a attendu d'avoir un moment où il était absent, où il ne se trouvait pas à côté d'elle, pour vite prendre toutes ses affaires. Elle a tout mis dans des sacs poubelles pour ensuite pouvoir les placer dans son coffre, donc de la voiture, et elle est partie. Puis, une fois qu'il s'est rendu compte qu'elle n'était plus là, commence à l'appeler non-stop en lui demandant où elle était, qu'il s'excusait, qu'il voulait qu'elle revienne, pour 3 minutes plus tard, l'insulter de tous les noms. Plus de connasse, il lui a aussi dit qu'il allait lui niquer la vie. Ensuite, encore une fois, revenir avec des « t'es la femme de ma vie, je t'aime, je suis désolée, etc. etc. » Donc chaud-froid. Mais Jessica continue sa route. Les jours qui ont suivi, il l'appelait non-stop, mais elle ne répondait plus. Et voilà, Jess a tracé
et elle n'est pas revenue sur sa décision. Même si il n'arrêtait pas de l'appeler, elle ne lui répondait plus du tout. Et quelques jours plus tard, elle est repartie pour un nouveau tournage en Afrique du Sud. On confie que ce départ lui a vraiment permis de mettre un point final en fait à cette histoire-là. On continue côté amour. Donc, elle va ensuite se mettre en couple avec Nicolas Lodina, qu'elle a rencontré lors du tournage Les Marseillais vs les Ch'tis contre le reste du monde. Et donc elle a expliqué qu'au début tout se passait bien. Ce qu'elle appréciait chez lui, c'est que c'était quelqu'un de très respectueux, il lui parlait jamais mal, ils rigolaient bien ensemble. Donc un jeu de séduction s'est installé entre eux et ils vont finir par se mettre en couple. Le tournage fini, Jess rentre en France et Nicolas en Belgique. Ils se voient alors tous les week-ends, sauf que les fois où elle est venue lui rendre visite en Belgique, elle a pu confier qu'elle n'a pas vraiment apprécié ce qu'elle voyait. Donc elle a expliqué que c'était le père de Nicolas qui gérait tout, qu'il avait au final pas beaucoup de maturité ni de liberté. Elle a quand même décidé de rester avec lui en se disant qu'elle n'avait pas le droit de juste le quitter pour ça. Et plus les mois avançaient, moins ça allait. Un blogueur a sorti qu'il s'était passé quelque chose entre une fille et lui à Paris, mais comme elle n'avait pas reçu de preuves, elle se disait que c'était peut-être pas vrai. Donc, elle laisse passer la chose. Sauf qu'il y avait quelque chose qui coinçait entre eux, et c'était le père de Nicolas, qui était beaucoup trop présent d'après les dires de Jessica. Il se mêlait aussi du côté pro en voulant orienter ce qu'il faisait pour la télé en leur disant qu'il devait être augmenté parce qu'ils étaient le couple phare de l'émission et souligne que son père parlait vraiment comme ça. Et là, un nouvel article est sorti qui disait que Nicolas avait trompé Jessica à Monaco et cette fois-ci avec des preuves. Qu'elle a pu confier qu'entre son père trop présent, les prises de tête par rapport à la télé, la différence d'âge, de maturité, la tromperie, c'était trop pour elle. Et donc à ce moment-là qu'elle a décidé de rompre avec lui. On va donc passer à sa rencontre avec Thibaut, comment tout s'est fait, etc. pour ensuite parler de ces 2 grossesses compliquées et on va revenir sur les horreurs qu'elle a vécues avec Mylon quand il était petit. Franchement, j'avais vu passer quelques petits trucs comme ça sur les réseaux sociaux vite fait à l'époque où ça s'est passé, mais j'étais très loin de m'imaginer que c'était aussi... Enfin, vous allez comprendre. Là, elle va donc du coup faire la rencontre de son mari actuel, Thibaut Garcia. Donc, juste avant que l'article par rapport à Nicolas et cette fille de Monaco est sorti, elle a appris que Shanna et Thibaut étaient séparés. Elle va alors appeler Shanna pour savoir comment elle allait par rapport à la séparation, etc. Shanna va venir la rejoindre à Paris. Donc à ce moment-là que Jess va commencer à lui expliquer que ça allait plus du tout avec Nico et Shanna de son côté va donc lui confier qu'elle s'était bien séparée de Thibaut, par contre qu'ils étaient en très bons termes. Sauf qu'elle apprend alors que l'histoire de Monaco était apparemment un coup monté contre Nicolas, que Thibaut aurait prévenu Nicolas que cette fille en question allait le balancer. Elle est donc plus en contact avec Thibaut depuis quelques années, mais elle l'appelle en folie quand elle apprend ça et elle s'énerve contre lui en lui demandant en gros c'est quoi toutes ces histoires, qu'il la connaissait bien avant Nico, aurait pu l'appeler à elle pour lui expliquer ce qu'il s'est passé. Donc ça c'était la première reprise de contact entre Jess et Thibaut. Thibaut va contacter Jessica pour lui dire qu'il avait donc un lunch de prévu avec Magali Berda, qui était son agente à l'époque, mais également l'agente de Jessica. Et il va donc lui proposer de se rejoindre et d'y aller ensemble. Au final, ce déjeuner a été annulé, mais c'est suite à cette conversation-là qu'ils se sont rajoutés mutuellement sur Snap et qu'ils ont commencé à discuter de plus en plus souvent. À ce moment-là, sans arrière-pensée, Thibaut va lui dire de le tenir au courant, si elle le souhaitait, quand elle sortait en boîte, etc., pour qu'ils puissent se rejoindre un petit peu comme à l'époque, quand ils sortaient tous ensemble avec Julien, en mode bon délire entre potes, quoi. Et là, ils ont commencé à se parler de plus en plus régulièrement, jusqu'au point de s'endormir ensemble au téléphone. Et là, elle avait donc un booking de prévu avec Paga et Adixia, et elle va lui proposer de venir avec. Ils se rejoignent à Lyon et là tout se passait super bien, ils s'entendaient bien, passaient de plus en plus de temps ensemble.
Il était assez protecteur avec elle, se préoccupait d'elle sans rien lui demander en retour et ça c'est quelque chose qu'elle a beaucoup apprécié. Ils passent de plus en plus de temps ensemble et Thibaut, qui avait déjà arrêté la télé-réalité à cette époque-là, va lui proposer de l'aider à mettre d'autres choses en place pour qu'elle puisse arrêter les bookings. Qu'elle en était venue à un point où elle craquait vraiment face à la notoriété et comme je vous ai dit, on va y revenir dans les détails un peu plus tard. On va dire que les bookings se passaient pas toujours bien. Elle s'était déjà ramassé des verres en plein visage et elle était fatiguée, en fait, de ce mode de vie. C'est vrai qu'elle confie qu'à ce moment-là, elle pleurait souvent et passait toute la journée dans son lit, tellement ça commençait à la peser. Donc pour Thibaut, il fallait qu'elle mette autre chose en place, quelque chose de solide et de durable. Donc, il a commencé à la guider à ce niveau-là. Alors après quelques jours de passer ensemble, il était l'heure pour Thibaut de déposer Jessica chez ses parents, mais elle va alors lui proposer de rester avec elle chez ses parents. Le lendemain, ils vont rejoindre Jamel, Carla et sa fille et c'est à partir de ce moment-là que Jess a commencé à remarquer un changement dans le comportement de Thibaut envers elle. Je vous la cite. « Il me dit que je suis bien foutue, que je suis belle, comme s'il ne m'avait jamais vue. Ça me fait rire, mais sur le coup, j'étais un peu gênée. Je me dis que c'est une blague, que je le vois en pote, que je suis célibataire à vie. Il veut, qu'est-ce qu'il me dit là au juste ? Au début, je fais semblant de rien, de ne rien entendre, d'ignorer ces petites phrases ambiguës. On va en boîte de nuit. Thibaut me dit que si quelqu'un me fait chier, je n'ai qu'à lui dire qu'il est mon mec. Et le lendemain, Jessica est partie à Casablanca avec sa meilleure amie Julie pour un booking. Le rapprochement entre Jess et Thibaut a continué, c'est-à-dire qu'ils s'envoyaient des messages genre non-stop. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est rendue compte qu'elle était en train de développer des sentiments pour lui. Même commençait à se confier à sa meilleure amie en lui disant qu'elle le kiffait vraiment, qu'elle commençait à avoir des sentiments, blablabla. À partir de ce moment-là, elle arrivait difficilement à se passer de lui, même s'il n'y avait rien encore à ce moment-là entre eux. Sauf que là, c'était assez compliqué par rapport à Shanna. Donc, elle a pu expliquer qu'elle se connaissait donc très bien avec Shanna et qu'en plus de ça, Thibaut, c'était l'ancien meilleur ami de Julien Tanti. Et par rapport à Shanna, elle explique que même si Shanna était plus une connaissance plutôt qu'une amie, elle avait beaucoup de respect pour elle et pour la relation qu'elle a eue avec Thibaut. Donc une fois que les choses avançaient avec Thibaut, elle lui envoie un message pour lui dire la vérité et lui a demandé si ça lui dérangeait. Elle a confié que si Shanna lui aurait dit que ça la dérangeait vraiment, qu'elle aurait coupé les ponts et qu'elle aurait dit à Thibaut qu'elle était désolée. Et d'après les dires de Jess, Shanna lui avait répondu qu'au contraire, ça ne la touchait pas du tout et qu'elle était heureuse avec sa propre vie à Miami. Je vous ai déjà fait une vidéo sur Shanna, donc vous pouvez avoir sa version dans cette vidéo-là en question. Et là voilà, un soir, Thibaut va la rejoindre à l'un de ses bookings. Et là, c'était très clair qu'ils étaient amoureux l'un de l'autre, qu'ils avaient des sentiments naissants. Jessica devait repartir pour un tournage. Donc elle ne voulait pas se mettre en couple avec lui juste avant son départ. Sauf que lui, il insistait sur le fait que c'était hyper passionnel, que c'était avec elle qu'il voulait être, etc. Et ils finissent alors par se mettre en couple à ce moment-là. Au bout de quelques jours, Thibaut va la rejoindre sur le tournage et pour elle, c'était la plus belle des preuves d'amour à l'époque, puisque pour lui, la télé-réalité, c'était fini et derrière lui. C'est sur le tournage qu'il va lui proposer d'habiter avec lui. Folle de joie, elle accepte bien évidemment. Et là, une fois de retour en France, Thibaut l'attendait à l'aéroport, puisque lui était revenu bien avant elle. Il est juste parti la rejoindre sur le tournage pour quelques jours. Ouais, bien sûr. En fait, c'est elle, c'est Jeff. Tu lui as dit quoi? T'as fait quoi pour le convaincre? Parce que moi, la dernière fois que je t'avais reçu avec Shanna, c'était il y a 1 an et demi, je crois. Tu m'avais dit plus jamais. Eh ouais, mais c'est plus jamais. Mais dans ma tête, j'y suis pas. Dans ma tête, je suis dans l'émission, mais j'y suis pas. Mais alors, t'y allais à reculons, t'y allais à contre-cœur? J'y suis allé pour voir elle, en fait, clairement. Il y avait une seule solution pour voir ma femme, c'était de rentrer dans cette émission. Je voulais la voir à l'hôtel, j'ai essayé de voir avec eux pour la voir à l'hôtel, prendre une maison à côté pour la voir. Le week-end, le machin, impossible. La seule manière de la voir, c'était d'aller dans les Marseillais. Donc j'y vais pour voir elle, en fait. Elle va alors aller passer une nuit chez ses parents pour leur annoncer qu'elle allait partir et qu'elle allait s'installer avec Thibaut.
Ses parents ont tout de suite apprécié Thibaut, le courant est super bien passé et vice-versa d'ailleurs. Parce que quelques jours plus tard, c'est Jessica qui a été à la rencontre des parents de Thibaut. Son frère Quentin était aussi présent et c'est la première fois qu'elle les revoyait tous depuis qu'ils étaient en couple. Et là, ils ont décidé d'organiser une rencontre entre les deux familles puisque pour eux, c'était hyper important que leurs deux familles s'entendent bien. Tout s'est super bien passé. Et ensuite, ils vont décider de partir à New York ensemble. Et c'est donc 3 jours après leur arrivée que Thibaut va lui faire sa demande en mariage. Je vous la cite. « Je n'ai pas su répondre, ma gorge était serrée et les larmes sont tout de suite montées aux yeux. Je l'ai aidé à se relever et je l'ai serré très fort dans mes bras. Je ne pouvais même pas dire oui, mais je crois qu'il a très bien compris à la façon dont je le serrais et l'embrassais que j'étais hyper heureuse. À ce moment-là, tout le monde sur la patinoire et autour comprenait ce qui était en train de se passer, s'est mis à crier et nous applaudir. C'était vraiment un moment très fort, le plus beau, le plus magique de toute ma vie. Il me passe la bague au doigt et nous continuons à patiner congelés en mode sourire. Et c'est donc une fois à New York que Jess et Thibaut ont commencé à se focaliser sur l'envie de vouloir un enfant. Sauf que malheureusement, c'est quelque chose qui a mis pas mal de temps et ça a commencé à leur peser un peu mentalement parlant. J'étais toujours très déçue une fois que la période d'ovulation était finie et que les tests revenaient négatifs. Là, Jess a commencé à culpabiliser. Elle avait l'impression que c'était de sa faute. Et elle s'est confiée dans son livre. Pendant ses relations, donc quand elle était en couple avec des hommes qui la trompaient, ils lui ont refilé à 2 reprises le papillomavirus. Et donc suite à ça, elle a été opérée à 2 reprises au laser et le gynécologue l'avait mise en garde en fait en lui disant que si elle avait l'envie d'avoir un enfant, qu'il fallait pas qu'elle tarde trop, puisque ça risquait d'être compliqué de tomber enceinte suite à ces problèmes-là. Pour rentrer en France, elle décide d'aller voir son gynécologue Ellie, qui, lui, de son côté, va la rassurer en lui disant que voilà, c'était normal, que parfois ça prenait juste un peu plus de temps, etc. Mais il va quand même lui proposer, histoire de la rassurer, un rendez-vous dans la clinique pour pouvoir faire un point sur la situation. Elle est rendue à ce rendez-vous très tôt le matin, puisque voilà, elle n'avait pas envie de croiser qui que ce soit, parce qu'on connaît... Voilà, elle avait peur que ça termine sur les réseaux sociaux en fait, tout simplement. Elle a passé des examens et son gynécologue va alors lui reconfirmer que de son côté, tout allait bien, mais qu'il fallait quand même peut-être vérifier aussi du côté de Thibaut, histoire d'être sûr. Mais 2 jours plus tard, elle va recevoir un message de Magali Berda, qui était donc son agente à cette époque-là, pour lui dire qu'un blogueur était au courant de sa présence dans cette clinique. Donc, une personne qui travaillait dans cette clinique a été contacter le blogueur en question, disant qu'elle pensait que Jessica était enceinte et qu'elle allait lui tenir au courant. Et évidemment que c'est quelque chose qui a énormément choqué et dégoûté Jessica de voir que des gens soumis au secret médical étaient capables d'aller aussi loin, en fait, et surtout dans un contexte pareil. Suite à tout ça, elle se met d'accord avec Thibaut qu'ils étaient effectivement en train de trop se prendre la tête par rapport à ce sujet-là et qu'il fallait mieux qu'ils relâchent un petit peu la chose et de laisser faire la vie. Et là, le 19 février 2019, alors qu'elle était avec son amie Célia, Jess avait un retard de règles et son amie insiste alors qu'elle fasse un test de grossesse. Jessica, de son côté, n'y croyait plus trop, mais finit quand même par le faire et apprend ce jour-là qu'elle était bel et bien enceinte. Thibaut était en Thaïlande à ce moment-là avec un ami à lui, donc elle commence à paniquer, elle pleure et elle confie dans son livre qu'elle savait pas si c'était de joie ou de tristesse. Elle était complètement bouleversée et décide alors d'appeler Thibaut pour lui annoncer la nouvelle. Alors il était bien évidemment très très heureux d'apprendre cette nouvelle-là, mais il était dégoûté de ne pas être auprès d'elle. Et il décide alors d'écourter son voyage, rentrer plus tôt pour pouvoir la rejoindre. 12 juin 2019, alors qu'elle était à sa 20e semaine de grossesse, Jessica s'est rendue chez son gynécologue pour lui demander notamment si c'était OK pour voyager, puisqu'elle devait se rendre sur un nouveau tournage des Marseillais. Que là, une fois qu'elle commence à examiner Jess, elle va lui annoncer qu'elle pourra pas voyager ni même bouger. Restait que 1,8 cm et explique qu'à 20 semaines de grossesse, c'est vraiment très problématique. Elle risquait clairement de perdre son bébé à tout moment. Et suite à cette nouvelle, Jess craque. Là, sa gynéco l'a rappelé pour lui dire qu'elle a déjà fixé un rendez-vous pour elle à l'hôpital pour qu'elle se fasse opérer, donc seulement 5 jours
plus tard et qu'il fallait qu'elle repasse encore une fois la voir avant. Une fois au rendez-vous, elle va lui expliquer qu'elle va lui poser un cerclage pour essayer de consolider ce qui lui restait du col. Et à part le cerclage, la seule chose qu'elle pouvait faire pour éviter de perdre son bébé, c'était de rester allongée, alitée 24 heures sur 24. Donc Jess avait uniquement le droit de se lever pour aller aux toilettes ou pour aller se doucher. À 20 semaines, on pose un cerclage en fait. Alors un cerclage, c'est tout simplement pour aider à consolider le col. Parce que pour mon fils, très rapidement, j'ai eu plus qu'un centimètre de col. Normalement, pour une femme normale, c'est entre 4 cm et demi et 5 cm. Moi, au bout de 20 semaines, il était rétréci à 1 cm. Donc en fait, ils ont consolidé le col avec un fil. 2 fils, j'ai eu le droit même. Et en fait, c'est pour éviter que... Ça peut pas empêcher. Si ça doit s'ouvrir, ça s'ouvre. Mais c'est pour essayer de consolider, pour essayer de renforcer, pour pas qu'il se rétrécisse et pour pas qu'il finisse par s'ouvrir, en fait. C'est une intervention assez particulière et surtout hyper risquée parce que il suffit qu'elle vienne faire le cerclage et que du coup, le col se mette à contracter parce que le col, on le gère pas. Du coup, le cerclage, au final, peut ne servir à rien et peut finir par ouvrir le col au final. Donc, c'est vrai que l'opération est un peu difficile. Et là, Jessica était hyper inquiète, évidemment, et elle va poser la question à son gynécologue en lui demandant si, avec ce cerclage, ils étaient sûrs de pouvoir sauver le bébé. Le gynéco lui fait rapidement comprendre que la situation est très critique. Si le bébé était encore là dans 1 mois, que ce serait un miracle en gros. Elle a décidé d'annoncer cette nouvelle sur les réseaux sociaux pour éviter que les gens commencent à dire n'importe quoi, comme c'est souvent le cas. Suite à ça, elle a reçu des milliers de témoignages de femmes qui ont traversé et qui sont passées par la même chose qu'elle. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui l'a énormément aidée. Voilà, elle a relativisé en disant que si toutes ces femmes étaient capables de traverser cette épreuve, qu'elle était aussi. Elle se rentre, elle s'allonge comme c'était prévu, sauf que là, au bout de 3 jours, elle n'en pouvait plus. Elle a été prise un mal de dos insoutenable, donc elle savait plus comment se positionner. Plus de ça, elle se retrouvait isolée dans la chambre à l'étage. Il faut savoir que sa maison, elle est hyper grande. Il me semble que sa maison fait 1200 mètres carrés, si je dis pas de bêtises. Donc là, elle explique que les secondes étaient des minutes et des minutes étaient des heures. Elle a continué à s'occuper comme elle le pouvait, donc elle a quand même continué ses placements de son lit, même si elle recevait énormément de critiques à cette période-là, de gens qui lui disaient qu'elle devait s'éloigner des réseaux. Voilà, le temps de finir sa grossesse, etc. Voilà, elle voulait continuer à faire les choses qu'elle faisait avant, dans la mesure du possible. Thibaut, qui voyait que ça n'allait vraiment pas, psychologiquement parlant, décide alors de lui installer un grand lit au milieu du salon, histoire qu'elle se sente moins seule. Et c'est quelque chose qui a fonctionné, du moins, ça lui a fait un énorme bien, psychologiquement parlant. Elle va être opérée comme c'était prévu. Quand elle se réveille de son opération, qui s'est donc passée sous anesthésie générale, elle se sentait pas vraiment bien, elle était très fatiguée, elle avait des nausées, etc. Mais Thibaut a essayé, tant bien que mal, de lui remonter le moral. Il a ramené son ordinateur portable avec, des choses à manger pour qu'ils puissent chiller ensemble et faire passer le temps de cette manière-là. Alors, ce séjour à l'hôpital ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Donc, un soir, à 23h, elle reçoit un coup de téléphone dans sa chambre d'hôpital, répond, et à l'autre bout du téléphone, il y a quelqu'un qui lui dit « Oui, je t'adore, je voulais juste te téléphoner pour te souhaiter bon courage ». Et en fait, si vous voulez, sans le faire exprès, quand elle s'est filmée, son plateau de repas, il y avait le nom de l'hôpital. Donc du coup, il y a des fans qui ont commencé à appeler elle pour rentrer en contact avec elle, alors qu'elle était au bout de sa vie, quoi. Et dans son livre, elle explique que certes, ok, c'était gentil et bienveillant, mais qu'il y a des gens qui ont absolument pas de limite. C'est pas arrêté là, puisque le lendemain, à 8h du matin, ça toque à sa porte. Et donc la personne rentre en lui disant « Je suis fan de toi, je suis venue te voir ». Elle a complètement pété un plomb. Et il y a de quoi. Sincèrement, il y a de quoi. Je peux perdre mon bébé à tout moment. Je suis en short de nuit, mon lit est plein de sang à cause de l'opération. Je suis dans un état lamentable sous perfusion. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut oser venir comme ça. Je ne peux pas croire un instant que cette personne se soit dit que ça me ferait plaisir, que ça me ferait du bien de recevoir un parfait inconnu sur mon lit d'hôpital le lendemain d'une opération chirurgicale. Ou alors, il est vraiment très bête celui-là. Non, je pense plutôt que c'était pour se faire plaisir à lui. Il faut vraiment être égoïste ou très mal élevé pour avoir des idées pareilles. Une fois rentré, comme promis, Thibaut avait installé ce grand lit au milieu du salon. Elle a essayé de s'occuper comme elle le pouvait. Donc, comme je vous avais dit, entre les placements, elle essayait aussi 1 ou 2 fois par semaine de s'apprêter, de se maquiller, etc. Pour ses stories. Et puis, encore une fois, pour faire passer le temps. Quand on est alité comme ça doit être
interminable. Et au final, moi, très rapidement, je me suis rendu compte que pas du tout. J'ai dû rester allongée. Pour mon fils, je suis restée allongée 4 mois. Pour ma fille, je suis restée allongée 3 mois. Sans se lever d'un lit, c'est très long. C'est très, très long. Tout ce que je veux faire, en fait, on ne se rend pas compte quand on n'est pas allongé et qu'on n'a pas le droit de se lever, tout ce qu'on fait. En fait, on ne se rend pas compte qu'on s'assoit sur un canapé et qu'on doit aller chercher de l'eau, qu'on va chercher ci, qu'on va chercher ça. Même quand on est en repos, en fait, on se lève. Et quand on te prive vraiment de te lever et qu'on te dit t'as pas le droit, il n'y a rien de pire. Tous les lundis et les jeudis, elle a commencé à prendre des cours d'anglais aussi à ce moment-là. Une fois par semaine, elle a fait venir à la maison une masseuse spéciale pour femmes enceintes pour 1 heure, des petites choses pour lui faire remonter le moral. Ils vont également recevoir leur famille, les parents de Jess, ensuite ses frères et le frère de Thibaut ainsi que son ami Jamel sont aussi venus passer quelques jours auprès d'eux à Dubaï. Et là, le 7 octobre 2019, vers 4h du matin, elle perd les os. Dirige alors vers l'hôpital où ils sont tout de suite pris en charge. Mylon Ange Garcia est donc née le 7 octobre 2019 à 9h54. Là, les choses ne se sont pas du tout passées comme prévu. Jessica va très rapidement remarquer que Mylon avait un gros problème au niveau de sa respiration. Donc elle voyait qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Les infirmières lui ont dit qu'ils allaient placer Mylon le temps de quelques heures dans une couveuse. Sauf qu'une fois que Thibaut descend, ils vont lui annoncer que Mylon a un problème. Jess le rejoint. Ils vont leur annoncer qu'il devait être opéré d'urgence puisque Mylon avait une atrésie de l'œsophage de type 3 et une trachéomalésie. En plus de ça, il devait être transféré dans un autre hôpital où ils sont spécialisés des opérations sur les nouveau-nés. Là, c'était la fin du monde pour Jess. Quand l'ambulance arrive, elle ne pouvait pas partir avec lui. Elle confie dans son livre qu'elle avait l'impression qu'on lui avait arraché une partie d'elle en lui retirant son petit bébé. Le lendemain, Jess a signé sa décharge pour pouvoir aller le voir. Elle s'est donc fait opérer le 9 octobre. C'était une opération très lourde qui a duré plus de 5 heures sur un nouveau-né, je vous le rappelle. Et une fois qu'il le retrouve, il était inconscient, avec des câbles partout, des perfusions dans son nez, dans sa bouche, ainsi que dans sa jambe, et même dans sa partie privée. C'était hyper perturbant pour Jess et Thibaut de retrouver leur fils dans cet état-là. Et en plus de ça, ils ont gardé Mylon en coma artificiel pendant 2 jours. Quand le petit s'est réveillé, ils se sont forcés de tenir le coup devant lui, donc de pas pleurer devant lui pour pas qu'il ne ressente des émotions négatives, etc. Sauf qu'une fois de retour dans le couloir, ils craquaient tous les deux. C'est donc au bout de 16 jours que Mylon a été transféré des soins intensifs à une chambre normale. Jess va suivre un stage de secourisme pour savoir quoi faire si jamais un jour il lui arrivait quelque chose. Et heureusement qu'elle a suivi ce stage-là. Vous allez comprendre dans un instant. Le 21 octobre, qu'ils sont enfin rentrés à 3 à la maison. Sauf qu'ils n'étaient pas du tout au bout de leur peine. Donc Jess réalise encore une fois très rapidement que Mylon, il y avait quelque chose qui allait pas. Quand elle lui donnait le biberon, il faisait des bruits comme s'il avait encore une fois du mal à respirer. Là, le 3 novembre 2019, Thibaut était en train de donner le biberon à Mylon. D'un coup, Jess va l'entendre hurler. Elle se précipite parce qu'elle était en haut, donc elle se dépêche pour descendre en bas. Et elle se retrouve en face de son fils qui était bleu pour ensuite devenir violet et puis tout blanc. Alors, quand les urgences sont arrivées, il avait repris des couleurs à peu près normales, s'il était encore pâle, mais une fois arrivé à l'hôpital, ils lui ont dit que c'était rien de grave. 6 décembre, après avoir reçu son biberon, donc au moment du RO, commençait à tousser, à faire des bruits d'étranglement et il va finir par s'étouffer. Tout pâle, pour ensuite changer de couleur et virer au bleu foncé, presque au noir. Aucun souffle sortait de sa bouche. Je vous la cite. De panique, je le donne à Thibaut en lui disant de faire quelque chose, mais le voilà en panique à son tour. Mylon ne respire plus, il devient tout mou, ne bouge plus du tout. La terreur m'envahit. Je le reprends, j'essaye de le mettre à l'envers, je lui donne des tapes dans le dos comme j'ai appris à le faire lors du stage de secourisme, mais aucun résultat. Du lait sort de son nez, de sa bouche, mais il reste tout violet et ne respire toujours pas. Il me semble que ça fait des heures qu'il ne respire plus, qu'il ne bouge plus. Là, Jess au resto, complètement paniquée, commence à hurler à l'aide et décide de se diriger vers un taxi pour pouvoir arriver le plus rapidement possible aux urgences avec Thibaut. Thibaut avait son t-shirt qui était complètement rempli de sang
avec du sang qui était sorti de la bouche de leur fils. Ils traversent donc l'hôtel pour arriver à ce taxi et tous les gens qui étaient présents étaient choqués de la scène. Enfin, imaginez-vous la scène, en plus un tout petit bébé comme ça, enfin, c'est horrible. Et une fois dans le taxi, Jess demande à Thibaut qui se trouvait devant avec Mylon contre lui comment il est. Il se retourne en pleurs et lui dit qu'il pense que Mylon est décédé. Elle lui demande de lui montrer Mylon et elle voit son bébé tout bleu, ses yeux étaient verts fluorescents comme ceux d'un serpent. Le chauffeur du taxi se met à crier aussi et malgré la panique, Jess lui demande de lui passer Mylon. Elle allonge sur la banquette arrière, elle ouvre sa petite chemise et elle commence les gestes de massage cardiaque qu'elle avait appris lors de son stage. Après plusieurs massages, elle entend un tout petit bruit venant de Mylon et là Thibaut craque et répète à plusieurs reprises qu'elle l'avait sauvé. Alors une fois arrivé à l'hôpital, ils le prennent tout de suite en charge et après des longues heures d'attente, les médecins vont lui dire qu'il va mieux et que le pire était derrière eux et qu'il fallait du coup le transférer dans un autre hôpital qui était spécialisé dans les soins des enfants. Mais par contre, les médecins lui ont confié qu'effectivement, si elle n'avait pas fait ce massage cardiaque, Mylon n'aurait pas survécu. Elle a subi ensuite une deuxième opération pour écarter un peu la cicatrice afin d'aider le lait à mieux passer. Et le lendemain, ils vont rentrer à la maison. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti au restaurant. Et en fait, j'ai nourri Mylon, comme d'habitude. Et quand j'ai fini de le nourrir, je l'ai pris pour faire son roux. Il est devenu tout bleu, tout violet. C'est trop dur, je suis désolée. Les images, elles partiront plus jamais. Et en fait... j'ai commencé à paniquer parce qu'il était tout bleu et vraiment violet. Et je l'ai donné à Thibaut, je lui ai dit fais quelque chose. Et Thibaut, il savait pas trop quoi faire non plus, on était paniqués. Et du coup, d'un coup, il y a des bulles qui sont sorties de sa bouche. Et après, il y a du sang qui est sorti. On a commencé vraiment à se dire, ça y est, qu'est-ce qui se passe, c'est fini. Du coup, Thibaut, il a pris Mylon dans les bras, on a couru jusqu'au taxi. Et du coup, Thibaut, il avait Mylon dans les bras. On était complètement paniqués, on pleurait en même temps qu'on avait peur. Il y avait tout le monde qui criait autour de nous aussi dans l'hôtel. Et du coup, l'hôpital était pas très loin. On est monté dans un taxi, Thibaut, il avait Mylon dans les bras. Et là, je lui ai dit, comment il est? Thibaut m'a dit, il est mort. Il respirait plus. Il était tout bleu, il avait les yeux ouverts. C'était fini, quoi. Du coup, je lui ai dit, passe-le-moi. Je l'ai vite pris, j'avais de la place derrière, je l'ai allongé. Donc, je l'ai allongé dans le taxi. J'ai ouvert sa chemise, voir s'il respirait. Il respirait plus. Du coup, je sais pas pourquoi, d'un coup, j'ai pensé à faire un massage cardiaque. Comme on nous avait appris à l'hôpital. Et au bout de, je sais pas, quelques temps, ça a marché d'un coup et je l'ai entendu respirer. Voilà, on est arrivé aux urgences. Du coup, il était réveillé, il a ouvert ses petits yeux, il respirait. Sauf que, malheureusement, ça s'est reproduit. Donc c'était le 17 janvier 2020, alors qu'il se trouvait à table avec Manon et Julien Tanti. Donc Jess, encore une fois, a donné le biberon à Mylon. Et au moment du roux, il entend de nouveau les mêmes bruits que la première fois. Et là, encore une fois, il a complètement arrêté de respirer, tout mou. Jess s'est mise à hurler. À ce moment-là, tout le monde s'est figé. Tout le monde était choqué, en fait, de la scène. Elle a commencé les massages cardiaques. Sauf que contrairement à la première fois, Mylon ne réagissait pas au massage cardiaque. Julien était d'ailleurs à côté d'elle à ce moment-là et plus tard, Manon lui a confié que c'était la chose la plus horrible qu'elle a pu voir de toute sa vie. Enfin, tout le monde était choqué et bouleversé. De plusieurs longues minutes, il a fait un petit bruit comme un filet d'air, donc comme la première fois. Une fois arrivé à l'hôpital, il allait bien de nouveau, mais Jess et Thibaut étaient complètement traumatisés. Chaque biberon était un moment de stress et de peur pour eux. Et c'est compréhensible. Et d'ailleurs, elle explique dans son livre qu'elle n'est pas revenue sur cette deuxième fois où Mylon s'est étouffé tout de suite sur les réseaux sociaux, puisque quand elle s'est confiée sur la première fois, elle a reçu beaucoup d'amour, certes, et beaucoup de soutien, mais elle a aussi reçu des messages horribles qui lui disaient que Mylon aurait dû crever, que c'était un pauvre enfant d'avoir une mère comme elle. Encore des commentaires du style « Il aurait dû mourir, bien fait pour ta gueule ». Et donc du coup, elle n'avait plus envie de faire face à une violence pareille après ce qu'elle venait de vivre. Là, Jessica va tomber enceinte de leur deuxième enfant.
Et elle explique que cette grossesse était complètement différente. Elle était très fatiguée, même si elle dormait pendant 10 heures. Quand elle se levait, elle était crevée. Et elle a commencé à s'en prendre à Thibaut à ce moment-là. C'était malgré elle, évidemment, mais lui s'en prenait vraiment plein la gueule à cette période-là. Hyper compliqué pour lui, puisque quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, il s'en prenait toujours plein la gueule. Dès qu'il disait quelque chose ou qu'il faisait même un petit bruit, ça la faisait monter en pression. Également eu des répercussions sur leur vie intime. Elle est revenue sur un soir où ils étaient en train de faire des câlins. Elle a eu un sentiment de dégoût. Alors, pas un dégoût de lui, évidemment, mais un dégoût de tout ce qui était en rapport avec le sexe en règle générale. Elle a quand même essayé de prendre sur elle et de faire des efforts, mais Thibaut, il en pouvait plus. Et un soir, lors d'un dîner entre amoureux, il lui a fait part de comment il se sentait, en lui disant que si les choses ne s'arrangeaient pas, qu'il n'y aurait pas d'autre solution en dehors de la séparation, en gros. Alors évidemment que ça lui a fait énormément de mal à Jess et elle lui a promis donc d'essayer de faire des efforts pour lui parce qu'elle l'aime. Le 21 mars, elle apprend par son gynécologue qu'elle devait faire encore une fois très attention avec cette grossesse, évite de trop bouger puisque son col était déjà trop rétréci. Donc évidemment, c'était un coup pour Jess, elle qui espérait qu'elle allait pouvoir profiter de cette grossesse, c'était pas du tout le cas. Elle revient sur un moment où ça a vraiment pété entre elle et Thibaut. Donc c'était un soir alors qu'il avait passé la journée sur le tournage de son clip Hasta Luego, qu'il est rentré dans les environs de 23h à la maison. Et quand il rentre, Jess va commencer à se confier à lui, comme d'habitude, comme quoi ça allait pas, etc. Elle était en pleurs, elle allait vraiment pas bien. Lui va la rassurer, comme d'habitude. Et là, elle va lui demander comment s'est passée sa journée par rapport à son tournage. Et là, il va rebondir en lui disant qu'il était crevé, vu les heures de passer sur ce tournage en question. Il va lui expliquer qu'il s'est senti mal à l'aise puisque pour son clip, il y avait donc une jeune femme brésilienne présente sur le tournage qui était là pour le séduire, donc pour le clip. Il confie à Jess qu'il avait du mal à regarder cette jeune femme dans les yeux, à la séduire, etc., etc. Et là, Jess vrille complètement. Je vous la cite. « Je sens la haine monter en moi. Pardon, tu te fous de moi? Tu étais en mode séduction avec une meuf pour ton clip? J'explose et je lui demande de quitter la chambre. Je n'en reviens pas. Je pleure toute la journée, j'encaisse les mauvaises nouvelles pendant que monsieur séduit une meuf pour son clip et s'allonge dans un canapé avec elle. Il m'assure que ce n'est pas du tout ça et que c'est justement pour cette raison qu'il ne m'a rien dit avant, que tu me casses toujours les couilles. Ces paroles sont très blessantes pour moi. Là où elle a mal pris, c'est que pour un clip, tout se prévoit avant. Donc il était au courant qu'il y aurait cette jeune femme sur le tournage et pour elle, il aurait dû lui en parler avant. Ils sont quand même mariés. Il estime que c'est des choses qui se discutent avant et d'autant plus que lui se permettait toujours de lui dire de pas faire des shootings photos et de pas faire certaines choses en tournage. Pour elle, c'était pas du tout normal qu'il lui en ait pas parlé. Lui va rebondir avec « Tu me saoules, j'en ai marre, je veux faire ma vie sans toi. De toute façon, le problème est plus profond que ça, c'est que je ne t'aime plus. » Jess craque complètement, elle va lui demander de quitter la pièce. Et pour elle, ses paroles étaient beaucoup trop blessantes. Il est allé beaucoup trop loin dans ses paroles. Et donc, pour elle, à ce moment-là, dans sa tête, c'était fini, en fait. Jess va lui dire que c'était mieux qu'ils se séparent. Et Thibaut était complètement d'accord. Et dès le lendemain, il a commencé à aller visiter d'autres maisons pour organiser son déménagement. Il n'est pas arrêté à ça, puisque Thibaut a demandé à Jess de mettre fin à cette grossesse, puisqu'il ne se voyait plus avoir un autre enfant, en fait, dans ces conditions-là. Jessica ne voulait pas arrêter cette grossesse et elle va lui dire que c'était pas grave, qu'elle allait prendre la charge sur elle et qu'elle allait, elle, s'occuper de ce bébé. Et à ce moment-là, il a quand même rebondi en lui disant qu'il allait aussi être présent. Voilà, même s'ils sont séparés, qu'il allait être présent pour l'enfant. Le lendemain, Thibaut est allé donc visiter des maisons. Il avait déjà annoncé leur séparation à ses parents et Jessica va rapidement recevoir un message de ses parents qui étaient déçus, mais qui leur souhaitaient juste que tout se passe bien pour les enfants. Quand il rentre, il va faire part à Jessica qu'il voulait encore rester un peu. Et même si elle voulait vraiment arrêter cette relation, elle a accepté la cohabitation. Et là, il va lui demander si c'était possible qu'ils redeviennent amis comme ils l'étaient avant. Et il va rajouter à ça en lui demandant si il pouvait lui envoyer alors des photos des filles qu'il allait rencontrer pour qu'elle puisse lui demander son avis. Bon, évidemment, elle a complètement refusé et à ce moment-là, pour elle, c'était clair et net que Thibaut ne l'aimait plus. Puisque pour elle, c'était impossible de dire ça à quelqu'un que tu aimes encore. Plus de ça, il va lui confirmer
la chose, donc il lui a dit qu'il ne l'aimait plus. Après, bon, il est revenu sur ses paroles en s'excusant, mais pour elle, le mal a été fait. Là, évidemment, Jessica allait de plus en plus mal. Enfin, déjà, la situation avec sa grossesse compliquée, et elle n'arrivait pas à comprendre comment il était capable, en fait, de lui faire autant de mal. Là, un soir, alors qu'elle rentre d'un dîner au restaurant avec ses amis pour se changer les idées un petit peu, rendu compte que Thibaut n'était pas là. Magali Berda est alors venue lui tenir un peu compagnie, mais bon, ça n'a rien changé à son état psychologique. Finir par appeler Thibaut et le supplier de rentrer à la maison. Thibaut lui avait dit qu'il n'avait pas du tout prévu de rentrer tout de suite, donc Jess attend. À 4h, il était toujours pas rentré, donc elle le rappelle en vain. Même si elle savait que c'était un homme qui n'avait jamais trompé ses compagnes auparavant, évidemment qu'elle commençait à angoisser, de paranoïer. Et je pense que n'importe quelle femme, dans la situation dans laquelle elle se trouvait, aurait eu la même réaction et les mêmes angoisses et craintes. Une fois qu'il finit par lui répondre, il va lui dire qu'il s'est endormi avec un ami à lui chez Quentin, son frère, et quand il a entendu à quel point elle était mal au téléphone, il est tout de suite rentré à la maison. Il est rentré, elle a tout déballé, donc elle a commencé à lui dire tout ce qu'elle avait sur le cœur, qu'elle aimait, voulait rester avec lui, qu'ils arrangent les choses, etc. Mais lui, il était complètement fermé. Elle va faire une grosse crise d'angoisse et à ce moment-là, elle va lui dire qu'au final, elle se voyait pas non plus avoir ce deuxième bébé dans les conditions dans lesquelles il se trouvait, quoi. Le lendemain matin, alors qu'elle était à sa 13e semaine de grossesse, elle va annoncer à Thibaut qu'elle voulait finalement se séparer de leur deuxième enfant pour toutes les raisons que j'ai pu évoquer. En fait, elle lui a dit ça en espérant le faire réagir. Sauf qu'il était d'accord avec elle. Elle a dit que c'était effectivement certainement mieux vu la situation. Je vous la cite. Explique à Thibaut que si nous allons au bout de cette idée, il n'y aura plus de retour possible. Jamais je ne lui pardonnerai et je ne reviendrai pas vers lui, même s'il revient vers moi. Je lui dis aussi que je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour arranger les choses, y compris une thérapie. Il pleure et il me reproche de lui dire tout ce qu'il voulait entendre seulement maintenant, alors qu'il est trop tard. Il avait besoin de moi, mais je n'ai pas su lui rendre ce qu'il me donnait, selon lui. Et maintenant, il veut une autre vie, être célibataire, ne plus avoir mal, mais tout en disant ça, il semblait complètement perdu. Comme moi, il ne sait plus ce qu'il doit faire. C'est donc le lendemain qu'il va annoncer à Jess que lui aussi voulait au final donner une deuxième chance à leur couple. Donc ils ont finalement réussi à surmonter cette période assez compliquée dans leur couple. Après, je peux comprendre les deux. Ça a vraiment dû être compliqué pour les deux. Lui qui s'en prenait plein la gueule alors qu'il faisait tout pour elle. Elle, évidemment que c'était malgré elle, mais je la comprends aussi puisque ça a dû être hyper compliqué entre ce qu'elle a vécu, donc avec ces deux grossesses compliquées, ce qu'il s'est passé avec Mylon, tout le stress que ça a dû engendrer en fait. Ça c'est quelque chose qui est très connu, c'est que quand on va vraiment pas bien, ceux qui prennent souvent le plus cher, c'est ceux qui sont le plus proches de nous. Et là, dans ce cas-là, c'était Thibaut. Maintenant, encore une fois, je le comprends, lui aussi, c'est une situation qui était qui était difficilement supportable, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Malheureusement, le cauchemar au niveau de sa grossesse continue. 16 mai 2021, Jess se réveille en sursaut en plein milieu de la nuit en pensant qu'elle avait perdu ses os. Sauf que là, en fait, il y avait du sang partout. Et à l'hôpital, elle est tout de suite prise en charge. Ils lui font clairement comprendre que la situation est très complexe. La poche des os était fissurée et le liquide amniotique s'était échappé. Donc ils ont dû vérifier s'il restait assez de liquide amniotique pour le bébé et aussi vérifier qu'il n'y avait pas d'infection, que ce soit pour le bébé mais aussi pour elle. Jess a été hospitalisée pendant plusieurs jours. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui lui a mis un gros coup au moral déjà au vu de la situation. Mais en plus de ça, c'était la période Covid, donc elle n'avait pas le droit d'avoir la visite de son fils Mylon. Et bon, heureusement pour elle, elle est tombée sur une sage-femme qui était très gentille, qui avait énormément d'empathie pour sa situation et qui lui a promis qu'elle allait faire en sorte, ou du moins faire de son mieux, pour pouvoir faire en sorte que Mylon vienne lui rendre visite. L'histoire d'une petite demi-heure, 1 heure, je vous la cite. Je ne pourrais jamais assez remercier la sage-femme pour le cadeau qu'elle m'a fait. Je reçois tellement d'amour et de bonheur à ce moment-là que même si la visite ne dure pas longtemps, à peine 40 minutes, mais ce n'est pas grave, je suis une maman comblée. Et donc Jessica va donner naissance à leur fille Lee Wayne Chance Garcia
le 22 août 2021. Alors évidemment que dans son livre, elle est rentrée dans beaucoup plus de détails par rapport à son ressenti, par rapport à ses hospitalisations et plein de choses entre tout ce que je vous ai raconté. Je vous invite du coup à lire ces livres si jamais ça vous intéresse. C'est impossible de revenir sur absolument tout dans cette vidéo. En tout cas, pour clôturer cette partie-là de la vidéo, moi personnellement, ça m'a énormément choquée. J'étais pas, comme je vous ai dit, j'avais entendu à l'époque qu'elle avait eu des grossesses compliquées, etc. Mais après, je me suis pas réellement informée. Donc, mais franchement, ça m'a choquée. Et je me suis imaginé la scène avec Mylon quand il était en train de s'étouffer. Mais quelle horreur! Je comprends qu'à chaque fois qu'elle lui donnait le biberon et que c'était l'heure du rot, qu'elle était en panique totale. Et dire qu'un bébé boit plusieurs biberons dans une journée, donc j'imagine même pas leur état psychologique à elle et à Thibaut à cette période-là. C'est affreux. J'ai envie de vous dire, le titre de son deuxième livre, Mes enfants, mes batailles, ça prend tout son sens. Donc on arrive à la dernière partie de la vidéo, et comme je vous ai dit en début de vidéo, revenir ensemble sur les révélations qu'il a pu faire concernant la notoriété, mais aussi concernant la chirurgie esthétique. Concernant la notoriété, comme j'ai pu vous le dire, au début, voilà, c'était chouette d'être un peu connu, etc., etc., mais c'est rapidement quelque chose qui est devenu très lourd à supporter pour Jessica. Et c'est pas la seule qui en a parlé. Shanna Cray, si jamais vous avez vu ma vidéo sur Shanna, on avait aussi parlé, avec un peu moins de détails que Jess pour le coup. Ça ne doit pas être quelque chose de facile de gérer une notoriété et l'insistance de certaines personnes d'un coup comme ça. Parce qu'au final, c'était des inconnus qui ont été propulsés du jour au lendemain et qui, du jour au lendemain, étaient reconnus absolument partout, du moins en France, la Belgique, etc., etc. Il est aussi revenu sur les avantages de la notoriété en expliquant que, bien sûr, quand tu es connu et que tu vas dans un restaurant, on te met à une très bonne table. Elle est revenue sur une anecdote avec des policiers. Elle s'était fait arrêter pour un simple contrôle. Bon, elle était en ordre, mais elle n'avait pas ses papiers sur elle. Et c'est passé crème. La seule chose que les policiers voulaient, c'était un selfie. Elle a souligné des petits moments comme ça, en expliquant qu'évidemment, il y a des avantages. Elle est revenue aussi sur les bookings. Quand elle était plus jeune, c'est vrai que c'était cool de pouvoir se présenter en boîte de nuit, d'être payé pour au final être là avec tes potes, t'amuser, faire la fête, etc. Bon, ça s'est compliqué au fil du temps, mais au début, c'était une partie de plaisir pour elle et une énorme chance. Et puis évidemment, elle a aussi souligné le côté finance de la chose. C'est grâce à tout ça qu'elle a la vie qu'elle a à l'heure d'aujourd'hui, qu'elle a pu faire plaisir à ses proches. Il faut savoir que Jess, elle a acheté une maison à ses parents dans le sud de la France, réalisé le rêve de ses parents, les emmenant aux États-Unis, plein de choses qu'elle a pu et qu'elle peut se permettre de faire grâce à cette notoriété. Donc elle ne crache pas du tout là-dessus. Elle a même énormément de gratitude, le souligne dans son livre. Mais voilà, avec une notoriété de ce genre, il y a évidemment des inconvénients qui viennent avec. Elle a pu expliquer que quand on arrive à un certain stade de notoriété, certes, il y a des milliers de personnes bienveillantes, mais pas que. Il y a aussi des détraqués. Elle explique qu'avec la télé-réalité, les gens ont vraiment l'impression de les connaître. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont pu l'attraper par le cou pour lui faire la bise, en lui demandant comment allaient Julien, Paga et Co. Sauf qu'elle ne connaît pas ces gens-là, alors que ces personnes ont l'impression de la connaître par cœur quelque part. Et il y a une espèce de respect qui est différent aussi. Dans le sens où si on va croiser un chanteur dans la rue, un acteur, ça va être quelqu'un de plus âgé, on va le respecter, on va le vous voyer dès le départ. Nous, c'est complètement différent, l'approche elle est différente, on te tutoie, on te fait la bise, on te dit même pas bonjour, on dit selfie. Ouais, voilà, en gros, genre on leur appartient, on est leur ami, quoi. Donc il y a une approche complètement différente, c'est-à-dire que les gens ne se permettraient pas d'aller sonner chez Jean Dujardin ou Marion Cotillard ou des trucs comme ça. Alors que nous, ils en ont absolument rien à foutre. À 23h, ils arrivent, ils viennent sonner. Non, mais j'ai vu, vous avez passé un coup de gueule sur les réseaux sociaux. Apparemment, il y a des gens qui passent le portail, des gens qui sonnent du matin au soir. Non, ils ne sont pas passés le portail, parce que sinon ça aurait mal fini. Mais genre, si, il y en a, les cambrioleurs. Ils lèvent la tête, quoi. Ouais, le cambrioleur, ouais. Mais oui, j'ai vu ça. Il y a eu des cambrioleurs qui rôdent autour. Ouais, j'ai des vidéos et tout. Parce que j'ai 30 caméras à la maison. Donc,
Donc on les a bien vus rentrer, on en a vu un. Mais ce sont des fans qui viennent au portail, qui essaient d'escalader. Ah ouais. Mais dans quel but? De vous parler? De nous voir. En fait, en gros, on ouvre le portail, ils viennent à la maison et on mange un boit un café. Ah bah viens, on prend le thé, viens, on prend un café, qu'est-ce que tu veux? En gros, c'est ça, sinon on est des enculés, donc voilà. C'est-à-dire que vous passez pour des méchants, quand vous vous plaignez? Ouais. Bah non, quand on répond, non, ouais, mais les gens ils sont énervés contre nous si on leur ouvre pas. Ouais, mais bon, à un moment donné, on peut pas ouvrir à tout le monde, c'est chez nous. Mais à personne en fait, on n'ouvre pas chez nous. Ça veut dire qu'en gros, vous sortez jamais, vous allez jamais vous balader en ville, dans un centre commercial pour aller faire les magasins? Non, on va mettre où faire les courses. Après, les gens ils vont dire, ouais, vous leur racontez tout ça. Mais non, en fait, c'est juste que les gens ils nous voient jamais. Donc quand ils nous voient, ils veulent leur petit moment, leur petit selfie, leur machin. Donc nous, on refuse jamais. Parce que voilà, c'est le jeu, et on le fait. Mais une personne, deux personnes, trois personnes, ils savent pas qu'il y a passé 20, 30 personnes avant. Donc du coup, nous, en fait, on peut pas vivre correctement. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être sur le quai de la gare et en train de pleurer parce que j'étais morte de fatigue, j'étais à bout et on me voit en train de pleurer, on me voit avec les gouttes qui coulent et de me dire je veux une photo quand même. Enfin, genre les gens, eux, ils s'en foutent, ils veulent juste leur photo, n'importe quel état qu'on est. Il peut y avoir un enterrement le matin, ils vont nous demander une photo 1 heure avant, quoi. Même au commissariat, on m'a demandé une photo au commissariat alors qu'on savait même pas si peut-être, je sais pas, je m'étais peut-être on n'en sait rien, mais non, les gens, ils s'en foutent, quoi. Et puis, comme je vous ai dit, pour les bookings, au début, c'était une partie de plaisir, mais c'était plus trop le cas au fil du temps. Je vous la cite. La boule au ventre tous les week-ends. Une angoisse à chaque fois que je devais sortir de la loge de la boîte de nuit où j'étais seule avec le staff. Je me disais, dans 10 minutes, il faudra que je sois dans la foule. Le passage de la loge jusqu'à la cabine du DJ, d'où je dois faire le show, à travers la foule, était devenu une angoisse incontrôlable. Tous ces flashs sur moi, les gens qui vont crier, qui vont essayer de m'attraper et les videurs qui vont me protéger, c'est horrible. Je me demande si ça en vaut vraiment le coup. En plus, je ne pouvais pas y aller à jeun, c'est-à-dire sans avoir bu au moins 2 verres. J'ai essayé quelques fois sans alcool, mais quand je me retrouvais devant ces gens, c'était pire que tout. Je me sentais perdue, piégée devant tout ce monde. Un jour, je me suis quand même pris un verre dans la gueule. Après, je ne savais pas si ça allait dégénérer, si je n'allais pas me prendre un coup ou si on allait me cracher dessus. Car telle ou telle personne n'aime pas mon personnage. Franchement, c'est horrible. Parfois, ça fait même peur. Alors, elle est revenue sur un autre moment alors qu'elle se trouvait sur les quais de la gare. Elle était épuisée, fatiguée et en pleurs. Jean, malgré qu'il la voyait dans cet état-là, venait quand même lui demander des photos, la regarder non-stop, la filmer en cachette. De ça, c'est un mode de vie, c'est fast life quoi. Quelque chose qui est supportable à la longue. Elle finissait son booking dans les alentours de 4h du matin. Le temps de rentrer à l'hôtel, se laver, il était 6h30. Et elle devait se lever à 8h pour prendre son train à 9h. Elle passait donc sa journée dans le train quand son prochain booking se trouvait à l'autre bout de la France. Et c'est vrai que les gens ont souvent tendance à dire « oui, mais bon, ils ont choisi d'être connus, etc. » Alors, ok, je peux comprendre qu'en extérieur, même si je trouve personnellement qu'il faut avoir un minimum d'éducation et quand tu vois quelqu'un en pleurs, on s'en fout si c'est Jessica Tivna ou Beyoncé, il faut avoir un minimum de respect. Ce sont des êtres humains, ce ne sont pas des bêtes de foire. Non, je peux comprendre. C'est vrai que quand on fait des émissions comme ça ou quand on choisit de s'exposer, que voilà, tu le sais qu'en faisant ça, que tu vas être reconnu dehors, qu'on va peut-être venir te parler, te demander des photos ou quoi ou qu'est-ce. Ça, je peux être d'accord, mais il y a des limites quand même. Enfin, il y a des limites. Quand on voit quelqu'un en pleurs, quand on voit quelqu'un à table en train de manger avec son compagnon ou la famille ou peu importe, on ne va pas déranger les gens comme ça. Moi, je pense que ça doit être terriblement angoissant par moments. Je vous la cite. Je n'arrive pas à dire non aux gens qui sont autour de moi et qui veulent des photos. J'en connais qui y arrivent, mais moi je ne peux pas. Je ne sais pas qui sont ces gens qui m'abordent, ni ce qu'ils ressentent, mais je sais qu'ils ont l'impression de me connaître par cœur, que nous sommes proches. Je sais qu'ils ne comprendraient pas que je leur dise non, que je leur traite mal. Je n'ai pas envie qu'ils pensent de moi que je suis quelqu'un de désagréable, de snob, d'indifférent, car je ne le suis pas. Mais je vous assure que ça a un vrai coût. Il y a bien des fois où on a juste envie d'être dans son coin tranquille et où on ressent comme une agression de se voir demander de sourire, de signer, de prendre des photos, etc. Il peut y avoir dans nos vies des choses qui font qu'on n'a pas envie de sourire. Dans ce cas-là, les gens peuvent penser qu'on fait la gueule alors que non. C'est juste qu'il nous arrive des choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils pourraient peut-être comprendre, mais ça fait partie de nos vies privées et on n'a pas envie d'en parler à tout le monde. Dans les lieux publics, c'est devenu invivable. C'est vrai que c'est une situation qui l'a rendue complètement parano. Même quand elle allait faire ses courses, dès qu'elle voyait quelqu'un avec un téléphone, elle avait l'impression que c'était pour la filmer. Le problème, c'est que c'était souvent effet boule de neige. C'est que quand une personne venait lui demander une photo,
T'avais des centaines de personnes derrière qui suivaient parce que ça attire l'attention quand tu vois quelqu'un faire une photo avec une autre personne. De ça, alors certes, encore une fois, il y a beaucoup de gens bienveillants, mais elle est revenue sur un exemple où un jour quelqu'un lui a demandé une photo. Et quand elle est allée vers la personne pour la photo, la personne s'est foutue de sa gueule en lui disant « mais j'ai pas envie de prendre une photo avec toi ». Et ça peut être très, encore une fois, très angoissant en fait comme situation. Elle est de plus en plus loin, hein. Les gens venaient carrément chez elle à la maison, se cachaient dans les buissons alors qu'elle était en train de bronzer. Enfin, elle est revenue sur énormément de points dans son livre par rapport à ça. Et encore une fois, comme je vous ai dit, je la comprends totalement. Quand on en arrive au point de ne même plus se sentir en sécurité dans son propre chez-soi, c'est hyper problématique. Elle a donc terminé ce chapitre avec « À un moment, je me suis retrouvée même en dépression à vouloir mourir. Tout ça à cause de la notoriété. Je suis restée 4-5 jours sans sortir de chez mes parents. J'ai demandé à ma mère de me monter à manger, à mon frère à boire. Je me suis enfermée dans ma chambre, j'étais fatiguée et déprimée. J'ai pourtant décidé de continuer pour mes parents qui n'ont pas eu la même chance que moi. C'est complexe car je vis mal la célébrité et les demandes incessantes des gens dans la rue pour une photo et je m'angoisse en même temps à l'idée que tout s'arrête un jour. Ça me fait plaisir qu'on me reconnaisse, mais c'est contradictoire car ça me stresse en même temps que les gens m'abordent tout le temps. Bien sûr, la notoriété m'aide pour tout ce que j'entreprends, pour mes sociétés. Le fait d'être suivi sur les réseaux sociaux m'est utile dans mes activités professionnelles. La notoriété, c'est une fantastique publicité. La liberté de mon emploi de temps est essentielle pour moi. Je travaille comme j'en ai envie, quand j'en ai envie. Je n'ai pas de patron au-dessus de moi, donc pour toutes ces raisons, je n'ai pas envie que ça s'arrête. Voilà, la notoriété, c'est une bénédiction et une plaie, un avantage et un inconvénient, un bien et un mal. C'est une addiction, une drogue. Et comme une drogue, on a du mal à s'en passer. Aujourd'hui, je crois que je ne peux plus vivre ni avec elle, ni sans elle. Donc voilà, et je pense que par rapport à ce point-là, qu'on l'apprécie pas, je pense qu'on peut tous se rejoindre sur ce point-là, que effectivement, les gens qui vont tellement loin au point de venir dans une chambre d'hôpital ou de venir se cacher dans les buissons de son propre chez-soi, c'est une situation qui doit être hyper pesante et hyper angoissante. Et encore une fois, ce sont des êtres humains et non pas des bêtes de foire. Alors le dernier point sur lequel je voulais revenir pour cette vidéo, puisque c'est un sujet, voilà, quand on parle de Jessica, souvent ce sujet revient, c'est la chirurgie esthétique. C'est vrai que Jessica a toujours été très transparente par rapport à ses interventions, expliquer qu'elle l'a tout simplement fait parce qu'elle en avait envie et les moyens. Et qu'elle comprenait pas trop les gens qui la critiquaient tout le temps, si c'est parce qu'elle l'a fait, donc plusieurs interventions, ou si c'est parce qu'elle est vraiment sans tabou, sans filtre par rapport à ce sujet-là, à travers de ses prises de parole. Comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est très honnête par rapport à ça. Y a pas de, voilà, elle tourne pas autour du pot, c'est quelque chose qu'elle aime bien. Elle l'assume complètement. Après, c'est vrai qu'elle a rajouté que le fait d'être exposée et d'être confrontée à son image tout le temps, sur les réseaux, à la télé, etc., forcément, elle voyait tous ses défauts, enfin, les défauts qu'elle avait d'après elle. Récemment, justement, il y a quelques jours, elle et son mari, Thibaut, ont fait une vidéo justement par rapport à ce sujet-là, où ils ont vraiment été complètement honnêtes par rapport à tout ce qu'ils ont pu faire au niveau des interventions chirurgicales. Que je vais faire, au lieu de moi-même vous lister ce qu'elle a fait, c'est que je vais vous laisser avec un extrait de cette vidéo où elle en parle justement elle-même. Et je vais bien évidemment vous lister le lien de cette vidéo dans la barre d'infos, si jamais vous souhaitez aller la visionner. C'est vrai que la seule opération qu'elle a pas regrettée parce qu'elle a aimé les résultats par la suite, mais où elle a vraiment... elle a très mal vécu, c'était au niveau de son menton. Elle en avait parlé dans son livre en expliquant qu'elle souffrait tellement qu'elle voulait faire marche arrière en fait. Bon, après le médecin l'a rassurée en lui disant qu'il fallait attendre le temps de quelques semaines, que tout dégonfle, etc., etc., mais qu'apparemment c'était vraiment pénible quoi. Après, encore une fois, la meilleure des choses à faire par rapport à ce sujet-là, c'est d'aller voir cette vidéo, parce qu'elle est vraiment sortie récemment après avoir terminé mon script. C'est parti. On attaque le dos. Moi j'en ai fait beaucoup, ouais. J'en ai fait à peu près une dizaine d'anesthésie générale dans ma vie au total. Et puis je me suis mis une paire de boobs parce que ça coûtait tellement cher que je dis écoute-moi, je les paye. C'est pour ça que tu as fait ça? Ils sont là. Ah ouais, non mais il fallait pas que je revienne 2 fois, ça coûte cher si je retourne 2 fois. Et j'aimais bien quand les gros tétés à l'époque c'était un peu les bimbos et tout. J'avoue, j'aimais bien. J'ai fait quoi? Le nez du coup. Je me suis retrouvée donc la même histoire que mon mari. On se retrouve avec Paga. Paga lui conseille d'y aller. Voilà, il vous a déjà fait toute l'histoire. Du coup, je refais le nez avec lui. Après, j'ai refait mes dents. On a fait nos dents en même temps.
Une semaine après l'autre. En fait, on a vu un copain d'un coup qui arrivait avec des dents. Il habitait à Dubaï, il avait des dents. On a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et on a dit, mais on veut pareil, quoi. Donc, ah oui, on a fait une doublette là. Oh là là, j'ai fait la doublette. En plus, elle a fait venir un gars de Los Angeles. Donc non, je ne l'ai pas fait venir moi. Il est venu lui et je lui ai donné rendez-vous. Oui, donc avec menton. Lui, j'ai fait mon menton. Je vous mets une photo. Moi, j'avais pas de menton avant. Enfin, j'avais un menton, mais il n'était pas prononcé. Enfin, il n'était pas bien menton, quoi. Il était un menton un peu plat, quoi. Mon menton, j'ai fait ma blépharoplastie. Donc en fait, j'avais les paupières, donc elles tombaient sur mes cils. En fait, quand j'ouvrais mes yeux, donc là, en fait, quand j'ouvre mes yeux, on voit de la peau et on voit mon make-up. Chose qu'avant, on ne voyait pas. Je pouvais me maquiller le haut de la paupière, on ne le voyait pas. J'avais la paupière qui tombait sur mes yeux. Ça m'a complètement changé le regard. Vite, je prends la liste. J'arrive. Bon, après, il y a eu les fesses. Pire pas dans le résultat parce que c'est ma plus belle chirurgie. Je suis trop contente de mon corps. C'est ta meilleure et ta pire. Quand tu te réveilles, je prenais du tramadol. Je prenais ça tous les jours tellement que je pleurais. C'était horrible. Pourtant, je suis quelqu'un, la douleur, moi, vraiment, je suis une coriace. Ouais, genre, rien me fait mal, je suis pas du tout une douillette. Tu peux me découper partout, je crains pas. Mais j'ai été obligée de prendre de la graisse au niveau de l'intérieur des cuisses, même s'il y avait quasiment rien à prendre. Ça se voit même pas d'ailleurs. Hein. J'ai pris l'intérieur des cuisses et j'ai pris les côtés et un peu le dos. Oui, ça s'appelle un lipofilling pour justement remplir les côtés. Parce qu'en fait, ils me mettaient les prothèses d'air, donc de boules, super. Mais en fait, je pouvais pas avoir de boules et pas remplir les côtés parce que sinon, ça aurait fait trop bizarre de profil. Donc, il a essayé de me trouver de la graisse là où il pouvait, d'où le fait qu'on en a pris un peu partout. Donc, même lui, il a dit que je suis le plus beau corps qu'il ait jamais vu de sa vie. Il est nickel, il est nickel, quoi. Le corps, il est plat, gros cul, grossière. J'aime mais t'as pas peur. On peut parler un petit peu de tes piqûres, pareil. Donc, on est sur du botox, on est sur l'acide hyaluronique ici. Bien sûr, droit comme je fais 2 fois par an à peu près des injections. C'est tout. 2 fois par an, tous les 6 mois. Par contre, voilà, j'y vais, je donne ma tête, je suis allée, hop, remise à neuf, on passe en révision. Elle arrive à la meuf, elle lui dit kiff. Donc je vous explique, je vous mets les photos, j'avais des plis au niveau des joues. J'ai la peau comme mon père, on a la peau fine, mon papa aussi, il a des plis sur le côté des joues et j'ai sa peau à lui en fait. J'ai pas une peau ferme et tendue, d'où le fait que j'avais des plis ici au niveau des joues. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a coupé là, il m'a fait un genre de mini lift là où il a retendu les côtés des joues. Voilà, je dis que depuis cette opération-là, j'ai eu des problèmes de vision, chose que je n'avais pas avant. Des fois, il va m'arriver d'y voir flou. Donc, elle a terminé ce chapitre avec « Aujourd'hui, je ne regrette pas de l'avoir fait, mais je vous conseille, si vous y pensez, de bien y réfléchir, car une fois que c'est fait, c'est pour la vie. De toute façon, il y a des gens qui ne sont jamais contents. On m'a critiqué pour mes dents de travers, puis on m'a critiqué pour les avoir corrigées. On m'a traité de planche à pain avant que je ne fasse retoucher mes seins et on m'a insulté après l'avoir fait. Pourquoi toujours critiquer le physique? Pourquoi juger les gens sur leur apparence? Peut-être ces gens-là sont-ils très complexés? Ça, par contre, c'est vrai que c'est une réalité. Quand on prend des exemples, je sais pas moi, comme Kylie Jenner et des filles comme ça qui ont fait beaucoup d'interventions et qui en parlent jamais, c'est des gens qui sont pointés du doigt en disant oui, mais vous vendez du rêve aux jeunes alors que vous êtes modifiés de la tête aux pieds. Les gens qui prennent la parole comme Jessica Thévenin, Maëva Guénam, des personnes comme ça, sont pointées du doigt parce qu'elles en parlent trop. C'est vrai que ce sujet-là sur les réseaux sociaux, peu importe que t'en parles ou que t'en parles pas, il y aura toujours des critiques. Après, encore une fois, comme elle le souligne très bien, peu importe si jamais vous avez envie de vous faire refaire quelque chose, que ce soit au niveau de la chirurgie esthétique ou même au niveau de la médecine esthétique, parce que j'en ai fait toute une vidéo, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que la médecine esthétique, c'est pas grave, je peux y aller en mode YOLO chez quelqu'un qui n'est même pas médecin. Les gars, les injections, ça peut être très dangereux. Vraiment. Vous vous faites mal injecter en dessous de vos cernes, par exemple, vous pouvez perdre la vue. Vous pouvez avoir énormément de complications si c'est pas bien fait. D'accord? Donc, peu importe que ce soit la médecine esthétique ou la chirurgie esthétique, s'il vous plaît, si vous voulez faire quelque chose, rendez-vous chez un médecin, un vrai médecin, pas une infirmière avec une formation sur Instagram. Et si jamais ça vous pose problème côté finance, il vaut mieux attendre quelques mois et mettre de côté et pouvoir aller chez quelqu'un de bien, de confiance, c'est votre visage, votre corps, d'accord? Et être sûr de ne pas avoir de problème. Bon, le risque zéro n'existe jamais, mais vous avez compris, plutôt que de vouloir épargner, quelques centaines d'euros pour aller vite fait chez quelqu'un pour avoir des problèmes parfois très très graves par la suite.
comme elle le dit, c'est pas un jeu. C'est vraiment pas un jeu. On arrive tout doucement à la fin de cette vidéo. Dernier petit point que je voulais rajouter, c'est que je trouve que Jessica a réussi à se servir de sa notoriété pour pouvoir rebondir sur autre chose aussi, ce qui est très bien. Elle a évidemment investi dans l'immobilier, que ce soit à Dubaï et en France. Avec Thibaut, ils ont également leur chaîne YouTube, Thibaut et Jessica, que je vais vous lister dans la barre d'infos. Et ils ont également une marque de parfum, Bianochi. Et ils ont aussi une marque de skincare, G-Lore Beauty. Tous leurs produits sont fabriqués en France. J'avoue que je suis très rarement tentée par les produits. Vous savez, j'ai mes produits de skincare que j'ai depuis un moment et ça me tente rarement de commencer à m'aventurer dans quelque chose ou par rapport à une marque que je ne connais pas depuis un bon moment. Mais par contre, justement, en préparant cette vidéo, j'ai été voir la vidéo où justement ils montraient comment leurs produits étaient fabriqués, etc. J'ai été faire un tour sur leur site pour voir la présentation de leurs produits. Et c'est vrai que ça donne envie. J'ai aussi été voir les avis sur Trustpilot et c'était où encore ? Je sais plus, il y avait un deuxième site où j'ai été voir. Et franchement, il y a pratiquement que du positif. Donc peut-être que je vais me laisser tenter. Écoutez, voilà, je pense que je vous ai donné mon avis un petit peu tout au long de la vidéo. Moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'était ces grossesses et ce qu'il s'est passé avec Mylon. C'est franchement, voilà quoi. Et puis ce que j'ai aimé, c'est que dans ces livres, on a pu vraiment découvrir un petit peu plus sur la personne parce que Jessica fait pas partie des candidats de télé-réalité qui se livrent beaucoup sur sa vie privée à travers des interviews, etc. Pratiquement pas. Moi, les interviews que j'ai pu retrouver d'elle, c'était très souvent par rapport aux Marseillais, très souvent... Enfin voilà, elle rentre très rarement dans les détails. Même au niveau de sa relation avec Thibaut, etc., je trouve ça... elle a été honnête en fait. Parce que c'est vrai que Jessica, quand on regarde son Instagram et son mode de vie, ça fait très vite vitrine parfaite. Son Instagram, je parle. Et donc c'est cool de la voir se livrer et de vraiment revenir sur les moments compliqués de sa vie, etc., etc. Et comme je vous ai dit, j'ai beaucoup aimé sa prise de parole aussi par rapport à la notoriété. Beaucoup de gens pensent que c'est tout beau, tout rose, etc., alors que c'est pas toujours le cas. Et ça peut souvent mettre la sécurité de la personne ça peut mettre la personne en danger, en fait, tout court, une notoriété pareille. Non, le seul petit point, et ça, je l'avais dit, mais elle l'a dit elle-même, Le seul petit point que j'arrive pas à oublier, ce qu'elle a fait à Aurélie Preston et qu'apparemment, voilà, elle lui aurait même pas dit bonjour quand elle l'a croisée. Ça, je trouve ça dommage d'avoir ce côté un peu peste, si c'est le cas en tout cas. Après, c'est vrai que, voilà, j'ai du mal à croire que Aurélie mentirait sur ce sujet-là, en toute transparence. Après, ce qui m'a fait tilter, c'est que quand elle parlait elle-même de la chirurgie esthétique, c'est qu'elle disait la même chose par rapport aux gens qui critiquent continuellement le physique des autres. Ça vient très souvent d'un mal-être intérieur et d'un manque de confiance en soi, parce que sinon, on s'en bat les couilles, en fait, de ce qu'une personne fait avec son visage et son corps ou pas. Donc, peut-être que ça rejoint le point, effectivement, qu'il y avait un problème, de manque de confiance en soi à l'époque, peut-être aussi de jalousie par rapport à l'histoire avec Julien ou quoi, mais c'est vrai que ça, je trouve ça dommage, parce que Jess, moi, je regarde la famille, et j'aime trop sa personnalité, j'aime trop ce qu'il dégage aussi en tant que couple. Ça m'a un peu... la vidéo avant celle-ci, c'était celle d'Aurélie Preston, c'est vrai que ça m'est revenu en tête. Enfin, je la voyais pas avoir ce côté hyper méchante comme ça envers quelqu'un. Après voilà, chacun fait des erreurs dans sa vie, ça c'est une certitude, mais... au moins s'excuser, quoi. Ce serait cool. Il est temps pour moi de vous remercier comme d'habitude pour votre temps, votre gentillesse et votre bienveillance. Se retrouver très prochainement pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt.